Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Chapitre 1. L'infirmière digne. Les lumières fluorescentes de l'aile de l'hôpital métropolitain bourdonnaient faiblement au-dessus d'Amelia, qui se déplaçait avec une efficacité rodée entre les chambres des patients. Son uniforme blanc contrastait magnifiquement avec sa police brun cuivré. Ses traits s'étaient tirés en un chignon impeccable qui n'avait pas bougé, malgré 12 heures de service. À 28 ans, Amelia se tenait avec une dignité tranquille qui imposait le respect sans le réclamer. Un trait hérité de sa mère, Stella. Mademoiselle Jackson, chambre 422, a besoin de ses antibiotiques dans 30 minutes, rappela-t-elle à la jeune infirmière qui la suivait. Et la fille de Monsieur Watson arrivera à 7 heures pour discuter de son plan de sortie. Ayez ses papiers prêts. Oui, infirmière Tyrone, répondit la nouvelle recrue, griffonnant frénétiquement des notes. Amelia regarda sa montre. 6h07. Le service de nuit était presque terminé, et la fatigue tirait sur ses membres, pourtant sa posture restait irréprochable, sa voix stable. Elle avait appris très tôt que l'excellence n'était pas facultative, elle était obligatoire. Je ne sais pas comment vous faites, s'émerveilla la jeune infirmière. 3 nuits consécutives, et vous avez toujours l'air de pouvoir défiler sur un podium. Amelia esquissa un léger sourire. Concentrez-vous sur les patients, Tara. Tout le reste est secondaire. Alors qu'elle s'approchait du poste de soins pour remplir ses fiches, Amelia sentit une présence à côté d'elle avant de le voir, l'odeur subtile d'eau de Cologne coûteuse annonça le docteur Reynolds avant ses paroles. Infirmière Tyrone, traîna-t-il, se penchant inutilement près d'elle en saisissant un dossier patient. Encore des heures supplémentaires? Vous savez, je pourrais imaginer des façons plus agréables de passer ces heures supplémentaires. Sans broncher, ni lever les yeux de sa documentation, Amelia répondit, je crois que votre femme pourrait avoir des suggestions également, docteur Reynolds. Peut-être devriez-vous la consulter. Sa voix resta professionnelle, ni froide ni animée, simplement factuelle. Le médecin se raidit, puis se retira avec un rire forcé. Toujours si sérieuse, Tyrone. Autour du poste, plusieurs infirmières échangèrent des regards entendus, ce n'était pas la première fois que le docteur Reynolds faisait des avances inappropriées, ni la première fois qu'Amelia les déviait avec un calme imperturbable. Vous devriez le signaler, chuchota l'infirmière Chen, glissant dans la chaise à côté d'elle. Et dire quoi? Demanda Amelia, son stylo se déplaçant régulièrement sur le formulaire. Qu'il se tient trop près? Fait des suggestions vagues? Il fait attention à rester juste de ce côté-ci de l'actionnable. C'est quand même du harcèlement. C'est mardi, rétorqua Amelia avec un léger haussement d'épaule. Je choisis mes batailles. Celle-ci ne vaut pas l'énergie. Alors qu'elle terminait ses papiers, l'esprit d'Amelia dériva vers la voix de sa mère, une présence constante dans ses pensées. La dignité d'une femme est son armure dans ce monde, Amelia. Une fois que tu la compromets, tu passes ta vie à essayer de restaurer ce qui a été librement donné. Stella avait élevé sa fille seule après la disparition du père d'Amelia, lorsqu'il avait appris que son enfant serait une fille, et non le fils dont il s'était vanté auprès de ses amis. C'est sa perte, disait Stella chaque fois qu'Amelia l'interrogeait sur lui, enfant. Il a manqué de voir grandir la plus magnifique des femmes. Il n'y avait jamais d'amertume dans sa voix, seulement une certitude, comme si son absence ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà sur son caractère. Amelia rassembla ses affaires de son casier après la fin de son service, échangeant l'uniforme blanc contre un jean foncé et un chemisier bleu pâle. L'hôpital était maintenant complètement éveillé, le service de jour s'agitant dans les couloirs avec une énergie fraîche. Amelia appela le docteur Winters, le chef de la cardiologie, se dépêchant de l'attraper avant qu'elle ne parte. Contrairement à la plupart de ses collègues, le docteur Winters, un homme d'une 60aine d'années aux yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique, s'adressait toujours au personnel infirmier par leur prénom, les considérant comme des collaborateurs essentiels plutôt que des subordonnés. « Je suis content de vous avoir attrapé, dit-il, légèrement essoufflé. Cette technique que vous avez utilisée hier avec Monsieur Hatt, le guidait à travers ses exercices de respiration tout en redirigeant son anxiété concernant la procédure, était brillante. Envisageriez-vous de la présenter lors du développement du personnel la semaine prochaine? Amelia hocha la tête, touchée par la reconnaissance. Bien sûr, docteur, je serai ravi. Excellent. Et comment va votre mère? S'est-elle remise de cette chute le mois dernier? Beaucoup mieux, merci. La kinésithérapie l'aide.
Le docteur Winter sourit chaleureusement. Transmettez-lui mes salutations et reposez-vous bien, Amelia. Vous l'avez bien mérité. La conversation persista agréablement dans l'esprit d'Amelia alors qu'elle rentrait chez elle à travers la ville qui s'éveillait. Ces moments où son talent et sa compassion étaient reconnus, non pas pour son apparence, mais pour la différence qu'elle faisait, lui semblaient être des victoires. Son appartement était un modeste T2 dans un immeuble des années 50 à 20 minutes de l'hôpital. Ce qui lui manquait en espace, il le compensait en caractère, de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du matin, des planchers de bois chaud et des murs ornés de photographies encadrées de sa mère, de sa remise de diplôme d'infirmière et de paysages de l'unique voyage folie qu'elle avait fait au Costa Rica 2 ans auparavant. Amelia enleva ses chaussures à la porte et se dirigea vers la cuisine où elle fit chauffer de l'eau pour le thé. En attendant la bouilloire, elle appela sa mère comme elle le faisait après chaque service de nuit. « Bonjour, maman » dit-elle lorsque Stella répondit à la deuxième sonnerie. « Voilà ma fille. Comment vont les patients cette nuit ? » Plutôt stable. Les petits-enfants de Madame Rodriguez se sont encore faufilés après les heures de visite. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Le rire de sa mère était chaleureux à travers le téléphone. Parfois, les règles doivent être assouplies quand l'amour est impliqué. As-tu mangé ? Je vais me faire des œufs avant de dormir. Bien. Une femme a besoin de sa force, surtout une qui porte le poids de soigner les autres. Elles parlèrent pendant 10 minutes de plus, leur conversation fluide comme celle de deux personnes qui avaient été l'une pour l'autre une constante pendant des décennies. Stella ne manquait jamais de s'enquérir de la journée d'Amelia, de ses rêves, de ses projets, traitant la vie de sa fille comme l'histoire la plus fascinante en cours. Après s'être dit au revoir, Amelia prépara un petit déjeuner simple, mangea tout en parcourant un article de revue médicale, puis prit une douche et se glissa dans sa chemise de nuit préférée, un t-shirt en coton surdimensionné avec Nevertheless, She Persisted imprimé sur le devant, un cadeau de sa mère. Alors que le sommeil la gagnait, les pensées d'Amelia dérivèrent vers les défis du lendemain, un nouveau patient cardiaque transféré à son étage, la présentation de développement du personnel qu'elle devait préparer, et les rumeurs persistantes de coupes budgétaires qui pourraient affecter le personnel infirmier. Mais ces préoccupations attendraient. Pour l'instant, elle s'autorisa le luxe du repos, sachant que sa valeur n'était pas mesurée par les perceptions des autres, mais par le standard qu'elle s'était fixé. Dans le calme de son appartement, avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores partiellement tirés, Amelia dormit, une femme d'une dignité peu commune, dans un monde qui, trop souvent, ne parvenait pas à la reconnaître, inconsciente que sa vie était sur le point de croiser des forces qui remettraient en question tout ce qu'elle croyait sur l'amour, le privilège, et ses propres limites soigneusement construites. Chapitre 2, l'incident troublant 3 jours après sa conversation avec le docteur Winters, Amelia se retrouva à se précipiter vers la réserve du 4e étage. Un patient dans un état critique avait besoin d'un équipement de surveillance cardiaque spécialisé, et chaque seconde comptait. Alors qu'elle tournait au coin du couloir, ses pas vacillèrent au son de rires masculins résonnant à l'intérieur de la pièce même à laquelle elle devait accéder. « Je te dis, mec, elle est de glace à l'extérieur, mais tu sais ce qu'on dit des femmes calmes », la voix du docteur Landry, qu'elle reconnut, traversa la porte partiellement ouverte. Tyrone est bâtie comme une déesse, mais elle agit comme si elle était meilleure que tout le monde. Une autre voix intervint, celle du docteur Michael, le nouveau neurologue. Je parie qu'elle ne serait pas si coincée si quelqu'un lui montrait du bon temps, ajouta une troisième voix, celle du docteur Patel, qu'Amelia avait auparavant respecté pour son talent chirurgical. La main d'Amelia se figea sur la poignée de porte, son cœur tambourinant contre ses côtes. La réserve était au bout d'un couloir rarement utilisé, abritant temporairement le surplus d'équipement pendant les rénovations dans la zone de stockage principale. Peu de gens avaient une raison d'être là, surtout 3 médecins à la fois. Choisis tes batailles, se rappela-t-elle. Le patient avait besoin de l'équipement. Avec une profonde inspiration, elle poussa la porte. Les 3 hommes se turent instantanément, échangeant des regards avant que le visage du docteur Landry ne s'étire en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Infirmière Tyrone, nous discutions justement de l'affaire Peterson, ment-il calmement. Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin oublié de l'hôpital ? Moniteur cardiaque pour la chambre 418, répondit Amelia. Sa voix était maîtrisée alors qu'elle se dirigeait vers l'étagère. L'espace étroit devint soudain suffocant alors que les hommes se déplaçaient, bloquant effectivement son chemin vers l'équipement dont elle avait besoin. Pas de précipitation, dit le docteur Michael, s'appuyant contre l'étagère. Blake s'en occupe. Le docteur Martinez m'a demandé,
spécifiquement, rétorqua Amelia, faisant un autre pas en avant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Aucun d'eux ne bougea. Au lieu de cela, le docteur Patel croisa les bras, son regard parcourant son corps avec une lenteur délibérée. Vous savez, Tyrone, vous pourriez aller loin dans cet hôpital avec le bon soutien. Nous disions justement quel gâchis que quelqu'un avec vos talents reste si isolé. Amelia soutint son regard directement. Mes talents sont pleinement reconnus par ceux dont les opinions comptent professionnellement. Sa voix resta égale, même si son pouce accélérait. Maintenant, j'ai besoin d'accéder à cet équipement pour un patient critique. Toujours si sérieuse, soupira le docteur Landry, faisant écho aux commentaires fréquents du docteur Reynolds. Nous sommes juste amicaux, n'est-ce pas les gars? Les deux autres hochèrent la tête, leurs expressions suggérant qu'Amelia exagérait. Mon patient attend, dit-elle fermement. Écartez-vous, ou je devrais signaler que 3 médecins seniors m'ont empêché d'accéder à l'équipement d'urgence tout en faisant des commentaires inappropriés. Un silence tendu s'ensuivit. Puis, le docteur Michael rit, bien que le son ne contienne aucun humour. On ne peut même pas prendre un compliment. C'est pour ça que... Je vous demande de vous écarter immédiatement, interrompit Amelia, sa voix calme et d'acier. Ma responsabilité est envers mon patient, pas votre ego. Quelque chose dans son regard inébranlable a dû communiquer sa détermination. Car le docteur Patel finit par hausser les épaules et s'éloigna de l'étagère. Peu importe. Nous partions de toute façon. Alors qu'il passait devant elle, le docteur Landry murmura, « Personne n'aime une prude qui se croit trop bien pour tout le monde, Tyrone. » Amelia récupéra l'équipement d'une main ferme, refusant de les laisser voir à quel point la rencontre l'avait affectée. Ce n'est qu'après avoir livré le moniteur au docteur Martinez et s'être assurée que le patient était stabilisé qu'elle s'autorisa un moment seule dans les toilettes du personnel, où elle agrippa le bord du lavabo et prit plusieurs respirations profondes. La voix de sa mère semblait chuchoter à son oreille, « Quand ils essaient de te rendre petite, tiens-toi plus droite. » À la fin de son service, Amelia avait pris sa décision. Elle se dirigea résolument vers le bureau du docteur Elizabeth Chen, le chef de cabinet de l'hôpital, une femme formidable qui avait brisé de nombreux plafonds de verre tout au long de ses 40 ans de carrière en médecine. « Entrez », appela le docteur Chen en réponse au coup d'Amelia. Le bureau était austère mais élégant, tout comme la femme derrière le bureau. À 65 ans, le carré élégant du docteur Chen était plus argenté que noir, mais ses yeux vifs ne manquaient rien alors qu'elle faisait signe à Amelia de s'asseoir. « Infirmière Tyrone, c'est inattendu. Je m'excuse pour l'interruption, docteur Chen. » La posture d'Amelia resta parfaitement droite alors qu'elle racontait l'incident de la réserve avec une précision clinique, n'embellissant ni ne minimisant ce qui s'était passé. Le docteur Chen écouta sans interruption, son expression inchangée. Quand Amelia eut fini, la femme âgée retira ses lunettes et pinça l'arête de son nez. Vous réalisez qu'ils vont tout nier? Prétendre que vous avez mal interprété leur camaraderie professionnelle. Oui, répondit simplement Amelia, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Le docteur Chen l'étudia longuement. Vous êtes l'une de nos meilleures infirmières, Tyrone. Intelligente, dévouée, exceptionnelle avec les patients difficiles. Pourquoi risquer de vous faire des ennemis puissants? Avec tout le respect que je vous dois, docteur Chen, je ne suis pas celle qui a créé cette situation, et si garder le silence est le prix de l'avancement, il est trop élevé. Un soupçon d'approbation, peut-être, vacilla sur le visage de la femme âgée. Permettez-moi d'être franche. Le Conseil hésite à sanctionner des médecins sans preuves concrètes, surtout ceux qui rapportent des subventions de recherche. Elle leva une main quand Amelia commença à parler. Mais je vous crois, et j'ai une solution alternative qui pourrait vous intéresser. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. David Peterson. Oui, ce Peterson se remet d'une chirurgie cardiaque. Il a demandé une infirmière privée pour ses soins à domicile. Le poste paie le triple de votre salaire actuel, avec hébergement fourni au domaine Peterson pour la période de récupération de 3 mois. Amelia cligna des yeux, prise de court. Vous voulez que je parte? Je veux que vous envisagiez une opportunité exceptionnelle pendant que je m'occupe de cela, corrigea le docteur Chen. Au moment où la convalescence de Peterson sera terminée, certains changements de personnel auront eu lieu. Le Conseil peut traîner les pieds sur les plaintes de harcèlement explicite, mais ils agissent assez efficacement lorsqu'on leur rappelle les problèmes de responsabilité concernant les médecins qui empêchent l'accès à l'équipement d'urgence. Amelia ouvrit le dossier, parcourant les détails du poste.
La compensation était en effet substantielle, assez pour aider sa mère à déménager dans un meilleur appartement, rembourser le reste de ses prêts étudiants et économiser considérablement. Pourquoi moi? Demanda-t-elle, levant les yeux. Parce que Peterson a spécifiquement demandé quelqu'un de non impressionné par ma richesse, avec des qualifications impeccables et, je cite, assez de cran pour me dire quand je me comporte comme un imbécile. Les lèvres du docteur Chen se courbèrent légèrement. J'ai immédiatement pensé à vous. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, Amelia s'autorisa un petit sourire. Je vois. Prenez 24 heures pour décider, dit le docteur Chen, se levant pour indiquer que la réunion se terminait. Et, Tyrone, quoi que vous choisissiez, sachez que j'attends un rapport d'incident complet sur mon bureau demain matin. Ces trois-là doivent apprendre que les actions ont des conséquences, quel que soit l'endroit où vous travaillerez le mois prochain. Ce soir-là, Amelia était assise sur son petit balcon, téléphone à la main, sa mère en haut-parleur alors qu'elle décrivait la situation. « Ils vous ont offert combien ?» s'exclama Stella après qu'Amelia eut mentionné le salaire. « C'est temporaire, maman, 3 mois. » Des références des Peterson après coup, souligna sa mère avec pragmatisme. « Chérie, des portes comme ça ne s'ouvrent pas tous les jours, et on dirait que le docteur Chen vous offre une sortie élégante pendant qu'elle fait le ménage. » Amelia soupira, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que la soirée s'installait. « J'ai l'impression de fuir. » Non, la voix de Stella était ferme. « C'est avancé stratégiquement. Il y a une différence. » Alors qu'Amelia se préparait à se coucher, sa décision se cristallisa, elle accepterait le poste, mais pas avant d'avoir déposé son rapport. Quoi qu'il l'attende au domaine Peterson, elle y ferait face comme elle faisait face à tout, avec sa dignité intacte et la tête haute, portant la sagesse de sa mère comme une armure contre les défis à venir. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le plus grand défi ne viendrait pas de David Peterson, mais de son fils énigmatique, James, un homme dont la réputation de privilège insouciant et de relations occasionnelles le précédait, mais dont la vraie nature restait cachée derrière des couches d'indifférence soigneusement construites que seule Amelia finirait par percevoir. Chapitre 3, le domaine Peterson. Le domaine Peterson s'étendait sur 2 hectares de terrain méticuleusement aménagés à Westlake Hills, où la vieille richesse avait construit des palais sur la crête la plus convoitée de la ville. La modeste berline d'Amelia semblait déplacée alors qu'elle franchissait les portes en fer forgé qui s'ouvraient silencieusement à son arrivée. Elle avait reçu l'autorisation de la sécurité après avoir fourni ses références, mais se sentait toujours comme une intruse en suivant l'allée courbe vers la maison principale. Le manoir géorgien de 3 étages se profilait devant elle, sa façade en calcaire brillant à la lumière du matin, des fenêtres parfaitement symétriques reflétant le ciel bleu clair, tandis que le lierre grimpait sur des treillis placés sélectivement, donnant l'impression que la nature elle-même avait été soigneusement dirigée. Amelia se gara là où on lui avait indiqué, une place désignée assez éloignée de l'entrée principale pour ne pas perturber l'esthétique du domaine, mais assez proche pour être pratique pour une professionnelle de la santé qui pourrait avoir besoin de partir rapidement. Elle redressa son chemisier, vérifia que ses tresses étaient bien attachées et récupéra son sac médical du siège passager. « Vous devez être l'infirmière Tyrone », appela une voix alors qu'Amelia approchait de l'entrée. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux striés d'argent et à l'air efficace se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte. « Je suis mademoiselle S. Harrington, la gouvernante. Monsieur Peterson vous attend. » Le foyer dans lequel Amelia entra semblait conçu pour impressionner, avec un plafond élevé, des sols en marbre et un grand escalier qui s'incurvait élégamment vers le 2e étage. Pourtant, malgré sa grandeur, l'espace semblait étrangement stérile, comme s'il existait pour l'apparence plutôt que pour le confort. « Par ici, s'il vous plaît », ordonna mademoiselle S. Harrington, conduisant Amelia à travers un couloir bordé d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que l'éducation entière d'Amelia. « Monsieur Peterson a demandé que votre rencontre ait lieu dans le solarium plutôt que dans sa chambre. Il est déterminé à ne pas être traité comme un invalide. » Le solarium occupait le coin sud-est de la maison, avec des murs de verre offrant des vues à la fois sur la roseraie et sur l'horizon lointain de la ville. Contrairement aux pièces formelles qu'elles avaient traversées, cet espace contenait des meubles confortables et une vie végétale abondante, un lieu où les gens vivaient réellement plutôt que de simplement afficher leur richesse. David Peterson était assis dans un fauteuil en cuir, une tablette à la main, et une pile de documents sur la table à côté de lui. À 64 ans, ses cheveux gris acier et sa présence imposante correspondaient aux photographies qu'Amelia avait vues dans les magazines d'affaires. Ce que ces images n'avaient pas capturé, c'était la pâleur sous son bronzage ou la façon dont sa main tremblait légèrement en posant la tablette. « Monsieur Peterson. »
L'infirmière Amelia Tyrone est arrivée, annonça mademoiselle S. Harrington. Le regard évaluateur de David rappela à Amelia celui du docteur Chen, clinique, évaluateur, ne manquant rien. Infirmière Tyrone. Elisabeth parle très bien de vous, dit que vous ne supportez pas les imbéciles et que vous maîtrisez votre médecine. Deux qualités que j'apprécie. Merci de l'opportunité, monsieur Peterson, répondit Amelia, posant son sac sur une table voisine et retirant la tablette numérique contenant ses dossiers. J'ai examiné votre cas en profondeur. Préférez-vous que j'expose mon plan de soins proposé maintenant, ou souhaitez-vous d'abord établir vos attentes? Un soupçon d'approbation vacilla sur son visage. Direct. Bien. Mes attentes sont simples, aidez-moi à récupérer rapidement, dites-moi la vérité sur mon état sans l'édulcorer, et maintenez votre discrétion professionnelle sur tout ce que vous voyez ou entendez dans cette maison. Je peux accepter les trois, dit Amelia en hochant la tête, bien que je doive clarifier qu'une récupération rapide ne signifie pas couper les coins ronds médicalement. Votre chirurgie a été significative, et forcer trop fort trop tôt pourrait entraîner des revers plutôt que des progrès. Plutôt que de s'irriter de sa franchise, David sourit en fait, une légère courbe vers le haut de sa bouche qui transforma momentanément ses traits sévères. Le docteur Chen a dit que vous me maintiendriez honnête. Maintenant, parlons de ses plans de soins. Pendant les 40 minutes suivantes, ils discutèrent de son horaire de médicaments, des restrictions d'exercice, des exigences alimentaires et des rendez-vous de suivi. Tout au long de leur conversation, Amelia observa sa respiration, sa couleur et ses niveaux d'énergie, prenant des notes mentales sur son état au-delà de ce qui apparaissait dans les dossiers médicaux. Votre rythme cardiaque augmente lorsque vous discutez de votre entreprise, nota Amelia, après qu'il se soit animé en expliquant une acquisition en attente. Nous devons surveiller votre niveau de stress, surtout pendant les appels d'affaires. Bonne chance avec ça, murmura Madame Harrington en entrant avec un plateau de thé. Monsieur Peterson considère la relaxation comme un concept étranger. J'ai construit Peterson Industries en travaillant plus dur que tout le monde, Catherine, répondit David sans rancune. Les vieilles habitudes et les nouvelles seront nécessaires pour un rétablissement optimal, interjeta Amelia calmement. Votre cœur a subi un traumatisme important. Il nécessite du temps pour guérir, tout comme n'importe quel muscle blessé. David l'étudia avec un intérêt renouvelé. La plupart des gens dans cette maison hésitent à me contredire, infirmière Tyrone. Je ne suis pas employé pour être d'accord avec vous, monsieur Peterson. Je suis employé pour vous aider à récupérer. Il hocha la tête lentement. Rafraîchissant. Catherine va vous montrer vos quartiers. Je m'attends à ce que notre première session officielle commence à 2h cet après-midi après ma téléconférence avec Tokyo. Alors qu'Amelia suivait Mademoiselle S. Harrington à travers la maison labyrinthique, elle catalogua des points de repère pour s'orienter, une peinture distinctive ici, une sculpture inhabituelle là. Sa suite assignée était située dans l'allée, assez proche des chambres de David pour un accès rapide, mais suffisamment séparée pour offrir de l'intimité. Voici votre logement, dit Mademoiselle S. Harrington, ouvrant des doubles portes pour révéler un salon, aménagé dans des bleus et des crèmes doux, avec une chambre séparée et une salle de bain privée au-delà. Le personnel de cuisine sert les repas à 7, 12 et 6 heures, mais vous pouvez demander de la nourriture à tout moment. Votre horaire avec Monsieur Peterson sera probablement irrégulier, des arrangements ont donc été pris pour s'adapter à cela. Amelia posa sa valise, momentanément submergée par le luxe qui l'entourait. La pièce était plus grande que son appartement entier, avec des fenêtres donnant sur un bassin de réflexion où flottaient sereinement des nénuphars. Merci, Madame Harrington, c'est. Ces mots furent coupés par le bruit lointain d'une porte qui claquait, suivi de voix fortes. L'expression de Mademoiselle S. Harrington se tendit presque imperceptiblement. Ce serait le jeune Monsieur Peterson, dit-elle avec une neutralité exercée. James est récemment rentré de l'étranger. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, des pas lourds s'approchèrent, et une voix masculine appela, « Catherine, mon père est-il dans le solarium ?» « Il se repose, Monsieur James, » répondit Mademoiselle S. Harrington alors qu'une silhouette apparaissait dans l'embrasure de la porte. James Peterson s'appuya contre le cadre de la porte avec une insolence décontractée. Son apparence contrastait fortement avec la précision ordonnée de la maisonnée, ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs, ses vêtements coûteux froissés comme s'il avait dormi dedans. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il possédait une présence magnétique qui semblait compresser l'air dans la pièce. Se reposer. Ça, c'est nouveau, remarqua-t-il, son regard glissant de Madame Harrington à Amelia,
l'évaluant d'un coup d'œil qui réussissait à être à la fois désinvolte et inappropriément approfondi. Ah, l'infirmière. Une autre addition à la collection d'employés de mon père. Monsieur James, voici l'infirmière Tyrone, commença Madame Harrington, son ton suggérant que ce n'était pas la première fois qu'elle gérait de telles présentations. Enchanté, vraiment, traîna James, ne faisant aucun mouvement pour tendre la main ou se présenter correctement. Un conseil, infirmière Tyrone, quoi qu'il vous paie, ça ne vaudra pas la livre de chair qu'il exigera en retour. La déclaration resta suspendue dans l'air, son amertume palpable. Amelia soutint son regard directement, refusant d'être déstabilisée. Merci de votre sollicitude, monsieur Peterson. Cependant, mon contrat est très spécifique quant aux services que je fournis, soins cardiaques et réadaptation, rien de plus. Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la surprise, peut-être, face à sa réponse calme. Il se redressa légèrement, l'étudiant avec un intérêt légèrement plus grand. On verra bien. Puis il était parti, laissant derrière lui la faible odeur d'eau de Cologne coûteuse et l'impression persistante de quelqu'un qui portait son privilège comme une armure contre la connexion authentique. Mademoiselle Harrington soupira presque imperceptiblement. « Veuillez excuser Monsieur James. Lui et son père ont une relation compliquée. » La plupart des relations familiales le sont, répondit diplomatiquement Amelia. Laissée seule pour défaire ses valises, Amelia considéra les présentations du jour. David Peterson était exactement comme elle s'y était attendue, exigeant, direct, habitué à contrôler. Son fils, cependant, présentait une énigme plus complexe. Sous l'indifférence soigneusement cultivée de James, elle avait aperçu quelque chose de troublant dans ses yeux, non seulement l'arrogance qu'elle avait anticipée, mais un vide que toute sa richesse ne semblait pas pouvoir combler. Sa mère lui avait toujours dit de se méfier des personnes abîmées qui ont du pouvoir. Alors qu'Amelia arrangeait ses fournitures médicales dans un ordre précis, elle décida que James Peterson serait quelqu'un dont il faudrait maintenir une distance professionnelle, une résolution qu'elle trouverait de plus en plus difficile à tenir dans les jours à venir. Chapitre 4, sous la surface. Au bout de son 3e jour au domaine Peterson, Amelia avait établi une routine efficace. Les matinées commençaient par la vérification des signes vitaux de David avant son réveil à 6 heures du matin, l'homme adhérant au même horaire qu'il avait maintenu pendant 40 ans, malgré la chirurgie cardiaque. Elle supervisait ses médicaments, surveillait ses séances d'exercice supervisées et assistait aux réunions quotidiennes où David insistait pour gérer son empire commercial, malgré les ordres du médecin. Votre tension artérielle monte en flèche chaque fois qu'Harrison mentionne l'accord de Singapour, nota Amelia, après une téléconférence particulièrement tendue avec l'équipe de direction de David. Elle enregistra la lecture dans son journal numérique, son expression neutre, mais son ton ferme. Nous avons discuté de la gestion du stress, monsieur Peterson. Impossible d'éviter complètement le stress dans ma position, répondit David, bien qu'il se penchât en arrière sur sa chaise comme elle lui avait demandé, pratiquant les techniques de respiration qu'elle lui avait enseignées. Pas complètement, mais nous pouvons mettre en œuvre de meilleures stratégies, peut-être déléguer temporairement les négociations de Singapour. Les sourcils de David se levèrent. Vous comprenez ce qui était discuté? Je comprends assez, répondit Amelia. Mon père n'était pas présent dans ma vie, mais ma mère s'est assurée que je reçoive une éducation complète en finance, en plus de ma formation médicale. Elle croyait que les femmes devaient comprendre l'argent aussi bien que les hommes. Femme intelligente, votre mère, observa David, étudiant Amelia avec un nouvel intérêt. La plupart des professionnels de la santé déconnectent pendant ces appels. Ma responsabilité est votre santé, ce qui inclut de comprendre ce qui l'affecte. Elle vérifia à nouveau son pouls. Mieux maintenant. Votre prochain médicament doit être pris avec de la nourriture. Madame Harrington a mentionné que le déjeuner serait servi sur la terrasse aujourd'hui. Alors qu'il traversait la maison, Amelia ne put s'empêcher de remarquer que si chaque surface brillait de poli et si chaque objet semblait précieux, l'espace manquait de la chaleur d'un vrai foyer. Aucune photo de famille décontractée n'ornait les murs. Aucun livre à moitié lu ne traînait sur les tables d'appoint. Aucune preuve que les gens y vivaient plutôt que de simplement y résider. La terrasse donnait sur une piscine de taille olympique où une silhouette solitaire fendait l'eau avec des mouvements puissants. James Peterson émergea de la piscine juste au moment où il s'installait, l'eau coulant de ses larges épaules alors qu'il attrapait une serviette. Sans reconnaître leur présence, il se sécha superficiellement avant de se laisser tomber dans un transat à 6 mètres de là, immédiatement absorbé par son téléphone. Vous pourriez vous joindre à nous pour le déjeuner, James, appela David,
son ton rendant l'invitation plus semblable à une convocation. Puisque vous avez apparemment du temps pour nager, vous devez avoir le temps de manger. James ne leva pas les yeux. J'ai des plans. Vous avez eu des plans tous les jours depuis votre retour, observa David sèchement. Étrange, comment aucun d'eux n'implique Peterson Industries? Pas étrange du tout, répondit James, jetant finalement un coup d'œil dans leur direction. Entièrement intentionnel, en fait. L'échange crépitait d'une tension familière, une dispute bien rodée menée en sténographie. Amelia se concentra sur l'arrangement des médicaments de David à côté de son assiette, offrant un semblant d'intimité malgré sa présence. Infirmière Tyrone, appela soudainement James, son regard se déplaçant vers elle avec une intensité inattendue. Quelle est votre opinion professionnelle? Mon père est-il assez bien pour être aggravé par les affaires familiales, ou devrait-il être épargné par la déception de son fils unique et héritier pendant quelques semaines de plus? La question était conçue pour provoquer, mais Amelia soutint son regard calmement. Mon opinion professionnelle est qu'une interaction sociale modérée est bénéfique pour la convalescence de M. Peterson, en particulier les interactions qui n'élèvent pas considérablement la tension artérielle. Les sourcils de James se levèrent légèrement. Elle ne pouvait dire si c'était à cause de sa réponse mesurée ou de sa critique implicite. Vous voyez, dit David avec satisfaction, même votre infirmière pense que vous devriez vous joindre aux discussions de l'entreprise familiale. En fait, intervint calmement Amelia, j'ai dit qu'une interaction sociale modérée serait bénéfique. Je n'ai fait aucune recommandation concernant les affaires. Elle se tourna vers David. Votre cardiologue a spécifiquement déconseillé les journées de travail complètes pendant au moins 6 semaines, Monsieur Peterson. C'était dans les documents de sortie que vous avez signés. Une expression fugace traversa le visage de James, surprise, suivie de quelque chose qui aurait pu être une appréciation réticente. Il se leva brusquement. Profitez de votre déjeuner, père. J'ai un vol à prendre. Avec un salut moqueur à Amelia, il se dirigea vers la maison, son téléphone déjà à son oreille. Il n'a pas toujours été comme ça, dit David après un long silence, sa voix inhabituellement modérée. Après le départ de sa mère, les choses ont changé. Amelia maintint son comportement professionnel malgré sa curiosité. Je comprends que les transitions peuvent être difficiles. Elle ramena la conversation sur un terrain plus sûr. Maintenant, concernant votre emploi du temps de l'après-midi. Plus tard ce soir-là, Amelia appela sa mère comme elle le faisait chaque nuit, s'installant près de la fenêtre de sa suite avec une tasse de thé à la camomille. La maison est tirée d'un magazine, maman, décrivit-elle, regardant le clair de lune onduler à travers le bassin de réflexion à l'extérieur, mais elle est étrangement vide. Les grandes maisons le sont souvent, répondit Stella. Il faut plus que des choses chères pour faire un foyer. David Peterson est exactement ce à quoi je m'attendais, exigeant, mais direct. Son fils est, elle hésita, cherchant le bon mot. Beau, suggéra sa mère avec un rire complice. Difficile, corrigea Amelia, bien qu'elle ne puisse nier que James possédait un certain magnétisme malgré son attitude. Délibérément, je pense, comme s'il était déterminé à satisfaire toutes les attentes du playboy privilégié. Les gens portent des masques pour se protéger, chérie. Tu le sais mieux que quiconque. Souviens-toi comment tu te cachais derrière ces gros livres après le départ de ton père? Ton masque était d'être la petite fille sérieuse qui n'avait besoin de personne. C'est différent, maman. James Peterson ne cache pas l'insécurité. Il étale l'indifférence pour la santé de son père, pour l'héritage de sa famille, pour lui-même. Peut-être, suggéra Stella doucement, que parfois les gens qui semblent se soucier le moins se soucient en fait trop pour risquer de le montrer. Amelia réfléchissait toujours aux mots de sa mère une heure plus tard alors qu'elle terminait ses rondes du soir, vérifiant les signes vitaux de David une dernière fois avant de se retirer. En retournant dans le couloir faiblement éclairé, elle s'arrêta au bruit d'un verre qui se brisait, suivi d'une malédiction étouffée. Le bruit venait d'une pièce où elle n'était jamais entrée auparavant, un bureau assombri où le clair de lune se déversait à travers de hautes fenêtres, illuminant une silhouette courbée sur un bureau. James était assis, la tête entre les mains, un verre de whisky renversé et une flaque qui s'étalait sur le bois antique à côté de lui. Amelia hésita, sur le point de se retirer discrètement, quand il leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent, et pour un moment non gardé, son visage révéla quelque chose de brut et de vulnérable qui lui coupa le souffle. Puis, comme un obturateur se fermant, son expression se durcit en un dédain familier. « Venez vérifier si le fils prodigue perturbe le repos du patient, demanda-t-il, sa voix portant un ton cassant.
J'ai entendu du verre se briser, répondit simplement Amelia. Instinct médical pour enquêter sur les blessures potentielles. James fit un geste vers la boisson renversée avec une élégance exagérée. Juste mon orgueil blessé et du scotch coûteux, infirmière Tyrone. Rien ne nécessitant votre attention professionnelle. Elle aurait dû partir à ce moment-là. Tout dans la situation criait moment privé, pas urgence médicale. Au lieu de cela, se surprenant elle-même, Amelia traversa jusqu'au buffet, où se tenait une carafe d'eau. L'hydratation aide à prévenir les pires effets de l'alcool, dit-elle, versant un verre et le posant devant lui avec une précision clinique. Et les cauchemars? Sa tête se redressa. Votre père a mentionné que vous êtes revenu de Tokyo il y a 2 jours. C'est un décalage horaire de 11 heures. Les troubles du sommeil sont fréquents, se manifestant souvent par des rêves vifs ou des cauchemars. Elle parla factuellement, offrant une explication scientifique plutôt que de la sympathie, sentant que cette dernière serait rejetée catégoriquement. James l'étudia longuement, son expression illisible. Finalement, il tendit la main vers l'eau. Y a-t-il quelque chose que vous n'analysez pas avec un détachement clinique, infirmière Tyrone? Beaucoup de choses, répondit-elle honnêtement. Mais en ce moment, je suis en service. Toujours la professionnelle. Est-ce que vous arrêtez jamais d'être l'infirmière Tyrone, de laisser tomber ce calme parfait et d'être juste Amelia? La façon dont il prononça son nom, la première fois qu'il l'utilisait, lui envoya une vague inattendue de conscience. Bonne nuit, monsieur Peterson. La cuisine garde du thé au gingembre dans le placard de gauche, il aide avec le décalage horaire mieux que le whisky. Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix la suivit, plus douce qu'auparavant. Amelia. Elle s'arrêta sur le seuil sans se retourner. Merci de ne pas en parler à mon père. La vulnérabilité de ces mots resta suspendue dans l'air entre eux, un pont momentané sur leur monde différent. Sans se retourner, elle hocha la tête une fois, continuant dans le couloir avec des pas mesurés qui ne trahissaient rien de sa confusion intérieure. Cette nuit-là, allongée et veillée dans son lit luxueux mais peu familier, Amelia se surprit à revivre l'instant, le clair de lune sur le visage de James, la douleur non gardée dans ses yeux avant que ses défenses ne se relèvent, la façon dont son nom avait résonné dans sa voix. Les mots de sa mère lui revinrent en mémoire. Parfois, les gens qui semblent se soucier le moins se soucient en fait trop pour risquer de le montrer. Peut-être que sous l'indifférence soigneusement cultivée de James Peterson se cachait quelque chose de plus complexe qu'elle ne l'avait supposé initialement, des profondeurs que sa richesse et son privilège ne lui avaient jamais appris à naviguer en toute sécurité. La révélation était indésirable, perturbant la distance professionnelle qu'elle avait eu l'intention de maintenir. Il était toujours plus facile de garder son calme autour des gens qui entraient parfaitement dans des catégories espaciants, collègues, supérieurs. Mais James Peterson, avec ses contradictions et ses aperçus de vulnérabilité inattendue, défiait une classification aussi simple, le rendant bien plus dangereux pour le monde soigneusement ordonné d'Amelia qu'elle ne voulait l'admettre. Chapitre 5, la nuit qui changea tout 2 semaines après le début de son poste au domaine Peterson, Amelia avait trouvé un rythme, équilibrant les soins de David avec le maintien des limites professionnelles. La gêne initiale suite à sa rencontre tardive avec James avait progressivement cédé la place à des interactions polies et distantes lorsque leurs chemins se croisaient, ce qui se produisait avec une fréquence croissante alors que James passait inexplicablement plus de temps au domaine. Aujourd'hui, David se préparait à assister à sa première fonction publique depuis la chirurgie, un gala de charité où la fondation Peterson annoncerait une dotation importante. Bien qu'Amelia l'eût déconseillé, son cardiologue avait approuvé à contre-cœur une brève apparition, à condition que David se limite à 1 heure. J'ai construit cette fondation il y a 30 ans, dit David, alors qu'Amelia vérifiait sa tension artérielle. Manquer le gala annuel déclencherait des rumeurs sur ma santé qui pourraient affecter le prix des actions. Votre santé devrait être plus importante que le prix des actions, monsieur Peterson. Après avoir terminé ses notes sur les signes vitaux pré-événement de David, Amelia commença à rassembler ses affaires. Les 2 Peterson étant absents, elle prévoyait d'utiliser la soirée pour rattraper ses crédits de formation continue. « Vous partez » demanda Madame Harrington, remarquant les préparatifs d'Amelia. « J'ai supposé que monsieur Peterson n'aurait pas besoin de moi pendant qu'il est sorti, avec vous comme escorte, » expliqua Amelia. « Absurdité » interjeta David. « Votre contrat inclut la résidence ici spécifiquement pour les urgences. Je m'attends à ce que vous restiez sur place. » Après leur départ, Amelia venait de s'installer dans sa suite lorsqu'on frappa à sa porte, interrompant sa concentration. James se tenait dans le couloir,
vêtue d'un jean et d'un simple enlet gris. « Monsieur Peterson, reconnut-elle. Je pensais que vous aviez des projets pour le dîner. » « J'en avais, confirma-t-il. La maison est vide, à part nous. Vous avez travaillé des quarts consécutifs pendant 2 semaines. Rentrez chez vous, Amelia. Quoique mon père vous paie, cela n'inclut pas de céder toute votre vie à ce mausolée. » L'utilisation de son prénom, combinée à ce qui semblait être une préoccupation sincère, l'a pris au dépourvu. « Ça ne me dérange pas de rester. »« Mais vous n'avez pas besoin, insista-t-il. Père ne reviendra pas avant des heures, et je suis parfaitement capable de vous appeler s'il y a une urgence. » 20 minutes plus tard, Amelia avait fait un sac de nuit, mais s'arrêta avant d'atteindre sa voiture, la même intuition qui avait sauvé des patients lorsque les moniteurs ne montraient aucune raison de s'inquiéter. Elle se tenait dans l'allée, regardant la façade illuminée du manoir contre le ciel s'assombrissant. « Tu es ridicule, se dit-elle. Rentre chez toi. » Pourtant, quelque chose la maintenait en place. Avec un soupir, elle se retourna et rentra. La maison était silencieuse alors qu'elle rentrait. Elle se dirigea vers la salle multimédia où James avait dit qu'il serait, ayant l'intention de lui faire savoir qu'elle avait changé d'avis quant à son départ. La pièce était vide, un sandwich à moitié mangé et une boisson intacte abandonnée sur la table basse. Amelia était sur le point de partir lorsqu'un bruit étrange lui parvint, un sifflement haletant, suivi de quelque chose de lourd frappant le sol dans la cuisine adjacente. Elle se précipita à travers la porte communicante pour trouver James effondré sur les carreaux de marbre, son visage alarmantement gonflé, ses lèvres bleuies alors qu'il luttait pour respirer. Anaphylaxie. Amelia diagnostiqua instantanément, tombant à genoux à côté de lui. « James, avez-vous un épipène ? Où est-il » Ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance, une main désignant faiblement le 2e étage. « J'appelle une ambulance, mais nous ne pouvons pas attendre, dit-elle, composant déjà d'une main tout en vérifiant son pouls de l'autre. « Je dois aller chercher votre épinéphrine. Je reviens tout de suite. » Amelia sprinta à travers la maison jusqu'à la chambre de James, un espace étonnamment austère par rapport au reste de la maison, avec des meubles monochromes et des étagères remplies de volumes usagés. Dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain attenante, elle trouva un étui isolé contenant 2 épipens. De retour en bas en moins d'1 minute, elle trouva l'état de James se détériorant rapidement. « J'administre l'épinéphrine, lui dit-elle, pressant fermement l'injecteur contre sa cuisse externe pendant 3 secondes. « L'aide arrive, dit-elle, maintenant le ton calme qui avait stabilisé d'innombrables patients. L'épinéphrine va agir rapidement. Essaie de rester avec moi, James. » Comme en réponse, sa respiration suivante vint marginalement plus facile. Amelia suréleva ses jambes à l'aide de coussins, continuant de surveiller ses signes vitaux. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, se concentrant avec difficulté sur son visage, Amelia sentit le soulagement l'envahir avec une intensité surprenante. « Vous êtes revenu » parvint-il à dire, les mots à peine audibles. « J'ai oublié mon chargeur » répondit-elle avec un petit sourire. « Qu'est-ce qui a déclenché ça ?»« Sandwich. Pain aux graines de sésame » murmura-t-il. Le personnel de cuisine était au courant. Dans l'ambulance, James sombrait et sortait de la conscience alors que les ambulanciers administraient des médicaments supplémentaires. Amelia maintint un contact physique tout au long du trajet, sa main sur son bras un lien vers la conscience. À l'hôpital, elle fournit ses antécédents médicaux au médecin traitant, puis recula alors que l'équipe d'urgence prenait le relais. Ce n'est qu'alors que l'impact total de ce qui avait failli se produire la frappa à point. Elle se laissa tomber dans une chaise de la salle d'attente, soudain consciente de son propre cœur battant à toute vitesse. Des heures s'écoulèrent dans le couloir stérile de l'hôpital. Elle appela David, s'excusant d'avoir interrompu le gala. Elle se coordonna avec Madame S. Harrington pour récupérer les affaires nécessaires de la chambre de James. Elle prenait régulièrement des nouvelles de l'équipe médicale. Ce qu'elle ne fit pas, c'était partir. L'aube se levait lorsque James fut transféré des urgences vers une chambre privée. Emilia se tenait dans l'embrasure de la porte, observant le soulèvement régulier de sa poitrine. Comme s'il sentait sa présence, ses yeux s'ouvrirent, trouvant les siens à travers la pièce avec une clarté surprenante. « Vous êtes resté » dit-il, sa voix rauque mais plus forte. Emilia s'approcha de son lit, vérifiant automatiquement les moniteurs. « Bien sûr que je suis resté. C'est mon travail. » « Non, » répondit James, maintenant son regard. « Votre travail est de veiller sur mon père. » Ceci était autre chose.
L'instant s'étira entre eux, lourd de sous-entendus qu'aucun n'était prêt à aborder. Finalement, Emilia ajusta sa perfusion, un geste délibérément professionnel. Vous devriez vous reposer. Votre corps a subi un traumatisme important. Emilia, il attrapa son poignet alors qu'elle se tournait pour partir, son contact léger mais impérieux. Merci d'être revenu, d'avoir su quoi faire, d'être resté. La simple sincérité de sa voix fit tomber la dernière de ses barrières professionnelles. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine Peterson, elle s'autorisa à voir James non pas comme le fils difficile de son patient ou le playboy arrogant, mais simplement comme un homme. Un homme dont la vie avait failli s'arrêter quelques heures auparavant, un homme dont le regard soulagé contenait maintenant quelque chose qui faisait accélérer son pouls. « Dormez un peu, James, dit-elle doucement. Je serai là quand vous vous réveillerez. » Alors qu'elle s'installait dans le fauteuil à côté de son lit, Emilia savait que cela signifiait quelque chose de plus profond qu'une obligation professionnelle. En l'espace d'une nuit éprouvante, tout avait changé, les limites avaient été franchies, les hypothèses remises en question, et des liens forgés qui ne pourraient jamais être défaits. Chapitre 6, un nouveau regard 3 jours après son épisode anaphylactique, James retourna au domaine Peterson avec des consignes de sortie qu'Emilia avait mémorisées plus minutieusement que lui. Bien que techniquement toujours affectée aux soins de David, elle se retrouva à diviser son attention entre le père et le fils, une situation que David lui-même encourageait avec un enthousiasme surprenant. Il a pris ses antihistaminiques sans discuter quand vous les lui avez rappelés, remarqua David au petit déjeuner. Le personnel de l'hôpital a dit que c'était un patient cauchemardesque jusqu'à votre arrivée. Chaque matin, Emilia maintenait son expression professionnelle. L'observance médicale s'améliore souvent avec des soignants constants. C'est comme ça qu'on appelle ça, de nos jours? Les yeux de David brillaient d'une lueur entendue. Plus tard dans l'après-midi, Emilia trouva James dans le solarium, son ordinateur portable ouvert, mais son attention concentrée sur le jardin au-delà des murs de verre. Il portait des lunettes de lecture, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, lui donnant une apparence inattendue d'intellectuel. Votre père convoque une réunion du conseil dans 30 minutes, l'informa TL, posant ses médicaments sur la table. Il demande si vous vous joindrez à distance ou en personne. James retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. En personne, je suppose. Je ne peux pas laisser le vieux s'énerver en essayant d'expliquer les projections trimestrielles. L'attention derrière la plainte n'échappa pas à Emilia. Depuis son hospitalisation, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement de James envers son père, toujours marqué par la friction, mais tempéré par des moments de préoccupation sincère. Ceci doit être pris avec de la nourriture, lui rappela-t-elle, plaçant une petite assiette à côté des pilules. Je joue maintenant l'infirmière pour les deux Peterson, demanda James, bien que la question manquât de son ancienne mordant. Je m'assure simplement que l'investissement considérable dans vos soins médicaux ne soit pas gâché, répondit-elle, se tournant pour partir. Emilia, l'appela-t-il, l'arrêtant. Voulez-vous rester un instant? La requête n'avait rien de son ton impérieux habituel. Curieuse malgré elle, Emilia s'installa sur une chaise en face de lui. Avez-vous besoin de quelque chose? James l'étudia avec une intensité qui la rendit extrêmement consciente du moindre détail de son apparence. Pourquoi les soins infirmiers? Demanda-t-il brusquement. Avec votre intelligence, vous auriez pu choisir n'importe quel nombre de professions plus lucratives. Tout n'est pas une question d'argent, monsieur Peterson. James, corrigea-t-il. Après m'avoir sauvé la vie et passé 3 nuits sur une chaise d'hôpital inconfortable, je pense que vous avez gagné le droit de m'appeler par mon prénom. Pourquoi les soins infirmiers, Emilia, répéta-t-il, plus doucement cette fois. Elle envisagea d'esquiver à nouveau, mais quelque chose dans sa curiosité authentique la poussa à répondre honnêtement. Ma grand-mère a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas quand j'avais 14 ans. Les médecins étaient cliniques, concentrés sur les protocoles de traitement et les statistiques, mais il y avait une infirmière, Elisa, qui voyait au-delà de la maladie, la personne. Elle m'a appris que la guérison n'est pas seulement une question de médecine, c'est aussi de préserver la dignité à travers la vulnérabilité. Quand elle est morte, ma grand-mère tenait la main d'Elisa, pas celle d'un médecin. James absorba cela, son expression pensive. Et l'éducation financière? L'influence de votre mère, vous disiez. Ma mère nettoyait les bureaux dans une société d'investissement après le départ de mon père. Au lieu de me laisser avec des gardiennes qu'elle ne pouvait pas se permettre, elle m'emmenait avec elle. L'un des analystes a commencé à me donner des problèmes de maths à résoudre pendant que j'attendais.
À 16 ans, je l'aidais à gérer un modeste portefeuille qui a finalement payé mes études d'infirmière. D'où ma compréhension de la discussion sur l'acquisition de Singapour. Je comprends les principes, sinon tous les détails, reconnut elle. La finance s'apprend, la compassion est plus difficile à acquérir. Quelque chose changea dans l'expression de James. Vous pensez que je manque de compassion? Ce n'était pas une question, mais Emilia répondit comme si c'en était une. Je pense que la richesse peut isoler les gens des expériences qui favorisent la compassion. Ce n'est pas un jugement, juste une observation. Quoi d'autre avez-vous observé à mon sujet? James se pencha en avant. Je suis curieux de savoir quelle conclusion votre œil clinique a tirée. Que vous êtes intelligent, mais que vous avez délibérément sous-performé pour abaisser les attentes. Que vous utilisez l'indifférence comme un bouclier contre la déception. Que votre relation avec votre père est compliquée par des événements dont vous ne parlez jamais, elle hésita avant d'ajouter, et que votre chambre contient plus de littérature classique que je n'aurais attendu de quelqu'un qui cultive une image de playboy insouciant. Un rire surpris lui échappa. Pris en flagrant délit lors de votre raid d'urgence pour l'épipène? Devrais-je m'inquiéter de ce que vous avez remarqué d'autre en me sauvant la vie? Que malgré les ressources financières pour le dernier cri en toute chose, vous gardez une photographie d'une femme que je suppose être votre mère sur votre table de chevet, dans un cadre qui a été réparé plutôt que remplacé. L'amusement de James s'évanouit, remplacé par une expression gardée qui fit immédiatement regretter ces mots à Emilia. Je m'excuse, dit-elle rapidement. C'était intrusif. Non, répondit-il après une pause. C'était exact. Il prit ses médicaments, les avalant avant de continuer. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans. En Australie, nouveau mari, nouveaux enfants. Le cadre s'est cassé lors d'une des tentatives de mon père pour retirer sa photo de ma chambre. Je l'ai recollée. La simple déclaration révéla plus sur la dynamique familiale Peterson que des heures d'observation ne l'avaient fait. Emilia ressentit une soudaine pointe de reconnaissance. Un enfant préservant désespérément les liens avec un parent absent. Mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire pour mes 13 ans, confia-t-elle doucement. La seule reconnaissance que j'ai jamais reçue de sa part. Je l'ai gardée jusqu'à ce que le papier s'use au pli. James rencontra son regard, un moment de compréhension partagée traversant l'espace entre eux, qui transcendait leurs différentes circonstances. Pour la première fois, Emilia le vit clairement, non pas comme le fils difficile de David Peterson ou comme l'héritier arrogant d'une fortune, mais comme quelqu'un façonné par les mêmes expériences humaines fondamentales de perte et de nostalgie qui avaient formé son propre caractère. Nous devrions nous diriger vers le bureau, dit-elle finalement, se levant. Votre père vous attend. Alors que mai approchait, ces conversations devinrent des moments de routine volés entre le programme de soins de David et l'implication croissante et progressive de James dans Peterson Industries. Parfois, ils discutaient de livres, d'autres fois de stratégie commerciale, occasionnellement de questions plus personnelles. Il l'a construit en vendant du bois d'œuvre bon marché aux promoteurs après la Seconde Guerre mondiale, expliqua James un soir alors qu'il marchait sur les terres du domaine. Mon père l'a transformé en une corporation mondiale. Tout le monde s'attend à ce que vous l'emmeniez plus loin, mais vous avez des réserves, suppléa-t-elle lorsqu'il s'interrompit. Les méthodes qui ont bâti notre fortune ne seraient pas acceptables aujourd'hui, dit-il. Coupe à blanc des forêts, exploitation des lacunes réglementaires, tactique d'acquisition agressive qui détruisait les petites entreprises. Mon père voit l'adaptation aux normes éthiques comme des relations publiques nécessaires. Je le vois comme fondamental pour l'avenir de l'entreprise. Le lui avez-vous dit? James rit sans humour. À plusieurs reprises. Il entend des critiques de l'œuvre de sa vie, pas une vision pour une croissance durable. Il est plus facile de jouer à l'héritier irresponsable que de mener des batailles que je ne peux pas gagner. Alors vous vous sabotez à la place, défia Emilia. Cela ressemble à de la reddition, pas à de la stratégie. Il l'étudia avec un intérêt nouveau. La plupart des gens dans ma vie sont soit d'accord avec tout ce que je dis, soit me rejettent entièrement. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Préféreriez-vous un faux accord, demanda-t-elle. Non, répondit-il pensivement. Je préfère la vérité, même quand elle est inconfortable. Emilia ne pouvait ignorer l'évolution qui se produisait non seulement chez James, mais en elle-même. La distance professionnelle dont elle était fière de maintenir s'était subtilement érodée, remplacée par quelque chose qu'elle hésitait à nommer. Que se passe-t-il après la semaine prochaine, demanda James un soir alors que l'obscurité tombait autour d'eux, quand l'état de mon père ne nécessitera plus de soins à temps plein.
La question reconnaissait la conclusion inévitable de sa mission et l'avenir incertain de ce qui se développait entre eux. Je ne sais pas, admit Emilia, l'honnêteté étant à la fois effrayante et libératrice. Ce n'était dans aucun plan de soins que j'ai élaboré. Chapitre 7, Sentiment inattendu. La réunion trimestrielle des dirigeants de Peterson Industries était prévue à 9 heures précises au siège social du centre-ville. 10 semaines après son opération, David insista pour y assister en personne, sa première apparition depuis l'intervention. Après avoir examiné les résultats de son test d'effort cardiaque et consulté le docteur Winters, Emilia accepta à contre-cœur à condition de l'accompagner. Inutile, grommela David alors qu'il montait dans l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif, bien qu'il eût acquiescé étonnamment facilement. Des cadres en costumes impeccables se levèrent lorsque David entra dans la salle de conférence, leurs expressions soigneusement équilibrées entre déférence et évaluation. Emilia se positionna discrètement contre le mur, son sac médical à ses pieds. La réunion se déroula efficacement jusqu'à ce que la porte de la salle de conférence s'ouvre en pleine présentation et que James entre. Une surprise collective ondula dans la pièce. Bien que James détenait le titre de vice-président exécutif, sa présence aux réunions de routine avait été au mieux sporadique. Aujourd'hui, cependant, il portait un costume parfaitement coupé, ses cheveux habituellement décontractés coiffés avec un soin délibéré, une tablette à la main. « Mes excuses pour le retard, dit-il, prenant la chaise vacante à la droite de son père, accident de la circulation sur le pont. » Pendant l'heure suivante, Emilia fut témoin de quelque chose de remarquable. James fonctionnait non pas comme l'héritier réticent, mais comme un cadre compétent avec une maîtrise inattendue des marchés internationaux et des mesures de durabilité. Il contesta des hypothèses et proposa des approches alternatives qui surprirent clairement toutes les personnes présentes, son père plus que tout. Pendant une brève pause, David s'approcha de l'endroit où se tenait Emilia. « Étiez-vous au courant de cela » demanda-t-il doucement, hochant la tête vers James, qui était engagé dans une conversation avec 2 cadres supérieurs. « Au courant de quoi, spécifiquement, monsieur Peterson ? Mon fils s'est réellement préparé, s'est réellement impliqué. » Le ton de David contenait à la fois de la suspicion et de l'espoir. Il a assisté à 3 réunions cette semaine, a demandé un accès complet aux études d'impact environnemental pour nos projets du Pacifique. Emilia maintenait son attitude professionnelle malgré sa satisfaction personnelle. Peut-être que votre situation médicale lui a donné une perspective sur ce qui compte pour lui. David l'étudia avec une évaluation perspicace. Peut-être. Ou peut-être que d'autres facteurs ont motivé ce changement. La réunion reprit avant qu'Emilia ne puisse formuler une réponse suffisamment neutre à son implication. Pendant les 2 heures restantes, elle observa la dynamique subtile qui se déroulait, la confiance croissante de James à mesure que ses contributions étaient reconnues, le glissement progressif de David du scepticisme à une approbation prudente, et le réétalonnage de l'équipe de direction alors qu'il traitait ce développement inattendu. Lorsque la réunion fut terminée, James s'approcha d'Emilia tandis que son père était occupé avec le directeur financier. « Alors, comment je m'en suis sorti » demanda-t-il, sa voix ajustée pour ses oreilles seulement. « Ce n'est pas à moi d'en juger, monsieur Peterson, » répondit-elle, bien qu'elle ne pût entièrement réprimer un petit sourire. « Votre père semble impressionné. »« Ce n'est pas l'évaluation que je cherchais, » dit James, ses yeux tenant les siens avec une intensité qui était devenue de plus en plus familière, mais je le prends comme un début. Plus tard ce soir-là, le domaine Peterson s'anima d'une activité inattendue alors que James accueillait plusieurs cadres pour une session de stratégie informelle. Emilia, s'assurant que David prenait ses médicaments du soir, observa la transformation de la maison habituellement silencieuse avec un émerveillement personnel. Il n'a jamais utilisé le bureau à domicile pour un travail réel auparavant, commenta David, regardant son fils guider le groupe à travers le couloir. Il a toujours prétendu que l'atmosphère étouffait la pensée créative. Les gens changent, dit simplement Emilia. Certains plus vite que d'autres, répondit David avec un regard connaisseur qui la rendit inconfortablement consciente de ses propres sentiments changeants. Le lendemain matin, Emilia était en train de terminer la séance de thérapie de David lorsque Madame Harrington apparut à la porte, son expression inhabituellement troublée. Mademoiselle Madison Pierce est arrivée sans prévenir, annonça-t-elle avec une désapprobation à peine dissimulée. Elle insiste pour voir Monsieur James. David soupira. Madison Pierce, fille du sénateur Pierce, compagne occasionnelle de mon fils entre ses poursuites les plus exotiques. Avant qu'Emilia ne puisse répondre, le son d'une dispute s'éleva de l'étage inférieur, une voix de femme, cultivée mais élevée avec une irritation évidente, suivie des tons plus graves de James. Peut-être devrions-nous continuer vos exercices sur la terrasse,
suggéra Emilia à David, tentant d'assurer l'intimité pour ce qui était clairement une affaire personnelle. Sottise, répondit David avec un plaisir inattendu. Mon itinéraire de marche prescrit nous mène directement devant le foyer principal. Ordre du médecin, n'est-ce pas? Alors qu'il descendait l'escalier, la confrontation fut pleinement visible. Madison Pierce, svelte, blonde et impeccablement vêtue d'une tenue décontractée de créateur, se tenait les bras croisés. Ses traits parfaits étaient figés dans un mécontentement calculé. James lui faisait face, sa posture défensive mais retenue. 3 semaines, James, 3 semaines sans un seul appel, et soudain, vous êtes trop occupé par des réunions pour rejoindre la fête sur le yacht des Sinclair, disait Madison alors qu'ils approchaient. Tout le monde en parle, mon père m'a demandé si nous avions rompu, et je ne savais pas quoi lui dire. Peut-être que nous n'avons jamais été ensemble dans un sens formel, répondit James avec une patience remarquable. Nous nous sommes accompagnés lors de fonctions sociales, ce n'est guère un engagement. Le regard de Madison se déplaça, remarquant l'approche de David et d'Emilia. Son expression se transforma immédiatement en un sourire gracieux. David, chéri, vous avez l'air merveilleux, le rétablissement doit se dérouler à merveille. David l'accusa réception avec un enthousiasme minimal. Visite inattendue? J'essaie juste de sauver votre fils de sa soudaine crise de responsabilité d'entreprise, rit-elle, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. Son attention se porta sur Emilia, l'évaluant d'un rapide coup d'œil méprisant. Et vous devez être l'infirmière, Emilia, n'est-ce pas? James a mentionné que vous étiez dévouée. Quelque chose dans son ton transforma le mot en une insinuation. Mademoiselle Tyrone a joué un rôle essentiel dans mon rétablissement, déclara David fermement. Le sourire de Madison resta figé alors qu'elle se tournait vers James. Peut-être que votre infirmière pourrait m'éclairer, qu'y a-t-il de si pressant pour que vous ayez ghosté tout votre cercle social? Après tout ce temps, les soins aux patients n'exigent sûrement pas un dévouement 24 heures sur 24? Ça suffit, Madison. Ce que je demande simplement. Vous insinuez quelque chose d'inapproprié à propos d'une professionnelle de la santé qui m'a sauvé la vie, l'interrompit James. Sa voix était calme mais intense. Et je ne le permettrai pas, Madison recula, une surprise véritable remplaçant son aplomb exercé. Mon Dieu, c'est donc vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Demanda James, las. Caroline a dit que vous étiez différent depuis votre incident médical, que vous aviez été vu au siège social, manquant des galas de charité. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle regardait entre James et Emilia. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? Vous êtes réellement tombé amoureux de l'infirmière de votre père. L'accusation resta suspendue dans l'air. Emilia sentit son calme professionnel menacé de se fissurer sous le regard de 3 paires d'yeux, celui de Madison froidement évaluateur, celui de David calculateur et observateur, et celui de James rempli de quelque chose d'illisible mais d'intense. Mademoiselle Pierce, commença Emilia, déterminée à désamorcer la situation professionnellement. Le rétablissement de Monsieur Peterson exige une structure et une cohérence. Son fils a soutenu ce régime, ce qui a naturellement un impact sur son emploi du temps social précédent. Quelle diplomatie, répondit Madison avec une fausse douceur. Eh bien, ne me laissez pas perturber le régime. Elle se tourna vers James, sa voix baissant. Quand vous aurez fini de jouer au réformateur d'entreprise avec votre nouvelle inspiration, vous savez où me trouver. Après son départ, un silence inconfortable s'installa. David, faisant preuve d'un tact inattendu, s'excusa pour prendre un appel d'affaires, laissant James et Emilia seuls dans le foyer. Je m'excuse pour ça, dit finalement James. Madison a toujours eu un talent pour créer des scènes. Pas d'excuse nécessaire, répondit Emilia, s'efforçant d'adopter une neutralité qu'elle ne ressentait pas, votre père considère tout à travers une lentille pragmatique. C'est une manière diplomatique de décrire son mépris total pour les sentiments humains normaux. James passa une main dans ses cheveux, frustré. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que l'idée était inappropriée avant votre arrivée. Parce que je suis l'infirmière de votre père, ou parce que je ne suis pas convenable pour le nom Peterson? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. James la fixa, un choc véritable remplaçant son irritation. Parce que vous méritez d'être valorisé pour vous-même, pas pour ce que vous pourriez apporter à un héritage d'entreprise. Parce que les relations devraient se développer naturellement, pas par la manipulation parentale, sa voix s'adoucit. Et parce que si quelque chose devait arriver entre nous, je voudrais que ce soit réel, pas arrangé.
le hypothétique s'y resta suspendu entre eux, transformant l'air du couloir en quelque chose d'électrique avec des possibilités non reconnues. Avant que l'un ou l'autre ne puisse naviguer sur ce terrain dangereux, la sonnerie aiguë de la sonnette interrompit l'instant. La voix de Madame S. Harrington flotta depuis le foyer, suivie d'une voix féminine inconnue qui fit néanmoins figer James. Son expression se transforma en quelque chose qu'Emilia n'avait jamais vu auparavant, une combinaison d'incrédulité et de vieille douleur qui le rendit soudain plus jeune, plus vulnérable. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Elle est en Australie. Elle est en Australie depuis 20 ans. Puis la visiteuse apparut au bout du couloir, une femme mince d'une 60aine d'années, élégamment vêtue, avec les yeux et l'allure incontestable de James. Helen Peterson était revenue dans la famille qu'elle avait abandonnée, son timing étant aussi impeccable que dévastateur. « Bonjour, chérie », dit-elle à son fils, sa voix cultivée résonnant dans le couloir. « Ne vas-tu pas accueillir ta mère à la maison ?» Chapitre 8, la proposition 2 mois après le début de la mission d'Emilia au domaine Peterson, le rétablissement de David avait remarquablement progressé. Son endurance s'était améliorée au point où il passait maintenant 3 jours par semaine au siège social. Ses médicaments avaient été réduits et son dernier échocardiogramme montrait une guérison significative. Le docteur Winters avait exprimé sa satisfaction, frôlant l'étonnement, lors de leur dernier rendez-vous de suivi. « Quoi que vous fassiez, infirmière Tyrone, continuez ainsi, avait-il dit, examinant les résultats de David. Je vois rarement un progrès aussi constant chez des patients de cet âge, surtout ceux qui sont déterminés à ignorer la moitié de mes instructions. » David avait simplement souri. « Bon gène et de meilleurs soins infirmiers. Quand pourrai-je reprendre mon emploi du temps complet ?» Sur le chemin du retour vers le domaine, David avait été inhabituellement contemplatif. « Vous savez, infirmière Tyrone, j'ai observé James ces dernières semaines. La transformation est remarquable. Il a trouvé sa propre motivation. » Emilia avait répondu prudemment, en effet. Le regard perspicace de David avait étudié son profil. « Et je crois que je comprends la source de cette motivation. L'héritage Peterson exige à la fois un sens des affaires et une stabilité personnelle pour s'épanouir. James semble enfin avoir trouvé les deux. » Cette question occupait maintenant les pensées d'Emilia alors qu'elle mettait à jour ses notes de patient dans la cuisine ensoleillée du domaine. Le calendrier initial de 3 mois se terminerait dans seulement 4 semaines, et l'amélioration de David suggérait qu'il pourrait ne plus avoir besoin de soins à temps plein beaucoup plus longtemps. La prise de conscience aurait dû apporter une satisfaction professionnelle. Au lieu de cela, elle la remplissait d'un mélange d'émotions déstabilisants qu'elle refusait d'examiner de trop près. « Café » offrit Madame Harrington, interrompant ses pensées. « Vous fixez cette tablette depuis 10 minutes sans taper un mot. » Emilia accepta la tasse avec gratitude. « Je finalise juste le rapport de progrès de Monsieur Peterson. » La réponse évasive de la gouvernante en chef en disait long. Après des semaines de travail aux côtés d'Emilia, Madame S. Harrington avait développé une capacité déconcertante à voir au-delà de sa façade professionnelle. Monsieur Peterson est dans son bureau avec Monsieur James. Ils discutent de l'acquisition du Brésil depuis près de 2 heures sans élever la voix, une sorte de record dans cette maison. L'observation fit naître un sourire involontaire sur les lèvres d'Emilia. L'évolution dans la relation des hommes Peterson avait été subtile mais indubitable. James assistait maintenant régulièrement aux réunions d'entreprise, présentant souvent des approches alternatives qui mettaient l'accent sur la durabilité à long terme plutôt que sur les profits immédiats. David, étonnamment, avait commencé à écouter ces propositions avec une ouverture croissante. « Monsieur James semble différent ces jours-ci », s'aventura Madame Harrington. L'observation décontractée était démentie par son regard perspicace. « Le rétablissement affecte souvent des systèmes familiaux entiers », répondit Emilia avec une neutralité exercée. « Les crises médicales peuvent réaligner les priorités. » En effet, bien que certains changements semblent être influencés de manière plus spécifique. Avant qu'Emilia ne puisse formuler une réponse appropriée, la porte du bureau s'ouvrit au bout du couloir. Elle rassembla rapidement ses affaires, se préparant à se retirer vers un territoire plus neutre, mais la voix de David l'arrêta. « Infirmière Tyrone, rejoignez-nous un instant. » Le bureau reflétait parfaitement la personnalité de David, parfaitement organisé, imposant, chaque objet sélectionné pour sa signification plutôt que son esthétique. James se tenait près de la fenêtre, sa posture tendue, d'une manière qu'Emilia avait appris à reconnaître comme de l'inconfort plutôt que de la colère. « Nous discutions de mon retour à mes pleines responsabilités d'entreprise, » expliqua David, faisant signe à Emilia de s'asseoir.
Le docteur Winters pense qu'un autre mois de surveillance serait prudent, mais convient que je n'ai plus besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24. C'est une excellente nouvelle, dit Emilia, ignorant la sensation de vide derrière sa réponse professionnelle. Votre rétablissement a dépassé les projections initiales, reconnut David avec une chaleur inhabituelle, en grande partie grâce à vos soins, ce qui m'amène à une proposition dont je discutais justement avec mon fils. L'expression de James se tendit davantage. Père, écoutez-moi, interrompit David, levant une main. Peterson Industries fait face à des transitions importantes dans les années à venir. Ma situation de santé, bien qu'en amélioration, a souligné l'importance d'une planification de la succession sécurisée. Emilia jeta un coup d'œil entre eux, incertaine de l'endroit où cette discussion d'entreprise menait ou pourquoi sa présence était requise. James a fait preuve d'un engagement inattendu ces dernières semaines, poursuivit David. Le conseil l'a remarqué, je l'ai remarqué. Son regard se posa sur Emilia avec une franchise gênante. Et j'ai observé le catalyseur de cette transformation. La compréhension apparut avec une clarté glaçante. Emilia maintint son calme par pure discipline professionnelle. Un arrangement permanent bénéficierait à toutes les parties, déclara David d'un ton factuel. James respecte clairement votre intelligence et votre jugement. Vous avez prouvé votre discrétion et votre intégrité. Le nom Peterson porte une influence significative, et la famille a besoin de quelqu'un avec à la fois de l'audace et de la grâce pour le faire avancer. Il se pencha en avant, son expression sincère. J'ai vu comment vous gérez les situations difficiles avec dignité, comment vous m'avez tenu tête lorsque c'était nécessaire. Les membres du conseil ont remarqué votre influence sur James. Même Harrison a mentionné à quel point il était impressionné par votre compréhension de nos préoccupations du marché de l'Asie du Sud-Est. L'évaluation clinique de son aptitude en tant que potentiel futur marié Peterson frappa Emilia comme un coup physique. Elle avait déjà été confrontée à l'objectivation, avait développé des défenses contre la réduction de sa personne à son apparence ou à son utilité, mais cette évaluation calme de ses qualités en tant qu'actif d'entreprise la laissa momentanément sans voix. « James, cette discussion est terminée, dit-il, sa voix basse avec une colère contrôlée. Emilia n'est pas une marchandise à acquérir parce qu'elle s'est avérée précieuse. Je ne voulais offenser personne, dit David, semblant sincèrement surpris par leur réaction. J'observe simplement la réalité. Vous avez changé depuis qu'elle est arrivée. L'entreprise bénéficie de ce changement. Formaliser le lien semble logique. La logique n'a rien à voir là-dedans, répondit James sèchement. Nous ne sommes pas au XVIIIe siècle. Vous n'avez pas le droit d'organiser des mariages pour consolider des intérêts commerciaux. Emilia trouva enfin sa voix. Bien que j'apprécie votre confiance en mes capacités, Monsieur Peterson, ma relation professionnelle avec votre famille se termine lorsque mon contrat prend fin. Toute suggestion d'autres arrangements est inappropriée. Voyez, James fit un geste vers elle avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. C'est exactement pourquoi votre proposition est absurde. Emilia mérite mieux qu'une alliance calculée avec notre famille dysfonctionnelle. La défense, bien qu'elle fût bien intentionnée, la blessa à sa manière. Emilia se leva, reprenant sa distance professionnelle avec effort. Je devrais vérifier vos lectures de midi, Monsieur Peterson, et je crois que James a une conférence téléphonique prévue. Bien sûr, hocha David, apparemment imperturbable par leur réaction à sa suggestion. Nous réexaminerons votre prolongation de contrat la semaine prochaine. Dans le couloir, James rattrapa Emilia, son expression désolée. Je suis désolé pour ça. Il a de bonnes intentions, à sa manière émotionnellement contrefaite. Il n'y a pas besoin de s'excuser, répondit-elle, s'efforçant d'adopter une neutralité qu'elle ne ressentait pas, votre père voit tout à travers une lentille pragmatique. C'est une façon diplomatique de décrire son mépris total pour les sentiments humains normaux. James passa une main dans ses cheveux par frustration. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que l'idée était inappropriée avant votre arrivée. Parce que je suis l'infirmière de votre père, ou parce que je ne suis pas convenable pour le nom Peterson? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la contenir. James la fixa, un choc véritable remplaçant son irritation. Parce que vous méritez d'être valorisé pour vous-même, pas pour ce que vous pourriez contribuer à un héritage d'entreprise. Parce que les relations devraient se développer naturellement, pas par la manipulation parentale, sa voix s'adoucit. Et parce que si quelque chose devait arriver entre nous, je voudrais que ce soit réel, pas arrangé. Le hypothétique s'y resta suspendu entre eux,
transformant l'air du couloir en quelque chose d'électrique avec des possibilités non reconnues. Avant que l'un ou l'autre ne puisse naviguer sur ce terrain dangereux, la sonnerie aiguë de la sonnette interrompit l'instant. La voix de Madame S. Harrington flotta depuis le foyer, suivi d'une voix féminine inconnue qui fit néanmoins figer James. Son expression se transforma en quelque chose qu'Emilia n'avait jamais vu auparavant, une combinaison d'incrédulité et de vieille douleur qui le rendit soudain plus jeune, plus vulnérable. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Elle est en Australie. Elle est en Australie depuis 20 ans. Puis la visiteuse apparut au bout du couloir, une femme mince d'une 60aine d'années, élégamment vêtue, avec les yeux et l'allure incontestable de James. Helen Peterson était revenue dans la famille qu'elle avait abandonnée, son timing étant aussi impeccable que dévastateur. « Bonjour, chérie », dit-elle à son fils, sa voix cultivée résonnant dans le couloir. « Ne vas-tu pas accueillir ta mère à la maison ?» Chapitre 9, le retour de la matriarche. Le temps sembla se cristalliser dans le couloir du domaine Peterson. James se tenait immobile, son expression passant du choc à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus complexe, alors qu'il faisait face à la mère qu'il avait abandonnée 2 décennies plus tôt. Emilia recula instinctivement, reconnaissant un moment trop privé pour des témoins. « Mère », dit finalement James, le seul mot portant le poids de 20 ans d'absence. « C'est inattendu. » Helen Peterson s'avança avec une grâce exercée, ses talons de créateur claquant délibérément sur le sol en marbre. « Chérie, tu as l'air fatiguée et tes cheveux ont besoin d'attention. » Elle fit un geste comme pour toucher son visage, mais James s'écarta subtilement de sa portée. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée mais tendue. Une mère a-t-elle besoin de raisons pour rendre visite à son fils? Le regard d'Hélène dériva au-delà de lui vers Emilia, l'évaluant avec une froide précision. Et qui cela pourrait-il être? Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, David apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, son expression s'endurcissant à la vue de son ex-femme. « Hélène, la courtoisie d'un préavis continue de vous échapper. » David, le reconnut-elle d'un léger signe de tête. « Vous avez l'air remis. J'ai naturellement reçu la notification de la fondation familiale concernant votre opération. J'étais inquiète. » Naturellement, fit écho David avec un scepticisme évident. Après 2 décennies de silence radio. La tension s'épaissit de manière palpable. Emilia commença une retraite discrète, mais la voix d'Hélène l'arrêta. « Vous n'avez pas présenté votre personnel, David. » « C'est l'infirmière Tyrone », intervint James avant que son père ne puisse répondre. « Elle a joué un rôle essentiel dans le rétablissement de père. » Les sourcils parfaitement sculptés d'Hélène se soulevèrent légèrement. « Une live-in nurse ? Quelle modernité de votre part, David. Mademoiselle Tyrone est une professionnelle de la santé hautement qualifiée, recommandée par le docteur Winters elle-même, répondit David, son ton mettant en garde contre tout commentaire supplémentaire. Le sourire d'Hélène n'atteignit pas ses yeux. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi dévoué. Vous joindrez-vous à nous pour le déjeuner, mademoiselle Tyrone? Je suis impatiente d'entendre parler des progrès de mon ex-mari. J'ai des rapports à compléter, mais merci, répondit Emilia avec une courtoisie professionnelle, reconnaissant le renvoi déguisé en invitation. Monsieur Peterson, je vérifierai vos lectures à 14 heures, comme prévu. Alors qu'elle s'éloignait, Emilia entendit la voix d'Hélène baisser en un murmure audible. Vraiment, David, il doit y avoir des options d'établissement qui ne nécessitent pas de loger le personnel médical dans la résidence familiale. Le reste de la journée se déroula en une série de manœuvres soigneusement chorégraphiées. Alors que la famille Peterson naviguait dans le retour inattendu d'Hélène, Emilia maintenait sa routine professionnelle tout en minimisant sa présence dans les espaces familiaux. Extrêmement consciente de l'atmosphère chargée, l'expression tendue de Madame S. Harrington et les conversations chuchotées du personnel confirmèrent que le retour d'Hélène avait perturbé plus que le seul calme de James. Peu avant le dîner, Emilia enregistrait les signes vitaux du soir de David lorsqu'Hélène apparut dans l'embrasure de sa suite. « Vous le surveillez toujours, je vois », observa-t-elle avec une amabilité fabriquée. « David, chérie, pourrais-je avoir un mot privé avec mademoiselle Tyrone ?» David jeta un coup d'œil entre elles, fronçant les sourcils. Emilia est en train de terminer mes contrôles médicaux. Qui peuvent sûrement attendre 5 minutes, insista Hélène, son ton de professionnel à professionnel. Après un silence inconfortable, David hocha la tête à contre-cœur. Je vais revoir ces rapports trimestriels que James a laissés. 5 minutes, Hélène. Lorsqu'elles furent seules,
le comportement d'Hélène se transforma instantanément. Bannissons les plaisanteries, mademoiselle Tyrone. Je crois comprendre que vous vous êtes rendu plutôt indispensable pendant mon absence. J'ai fourni les soins médicaux requis par monsieur Peterson, répondit Emilia calmement. Et apparemment bien plus. Hélène s'avança dans la pièce, son parfum coûteux remplissant l'espace. Catherine a mentionné le charmant arrangement que David a proposé plus tôt, toute une opportunité pour quelqu'un de votre milieu. L'implication était sans équivoque. Emilia rencontra le regard de la femme plus âgée directement. Il n'y a pas d'arrangement, madame Peterson. Votre ex-mari a fait une suggestion inappropriée qui a été immédiatement déclinée. Quelle intégrité rafraîchissante. Le scepticisme d'Hélène était palpable. Ou peut-être stratégique, refuser immédiatement ne fait qu'augmenter votre valeur perçue. Je n'ai pas besoin de validation de ma valeur de la part de la famille Peterson, affirma Emilia, maintenant son calme. Mon contrat se termine dans 4 semaines, après quoi je retournerai à l'hôpital métropolitain. Hélène l'étudia avec une froide précision. Mon fils a toujours eu un faible pour les projets de sauvetage. D'abord les animaux blessés, puis les personnes abîmées. Sa dernière petite amie était une artiste sculpteur de Barcelone, ancienne toxicomane en convalescence, avec des traces de seringues fascinantes et des opinions politiques ennuyeuses. Si vous insinuez. J'énonce des faits, mademoiselle Tyrone, interrompit Hélène doucement. James sentit temporairement des gens qui représentent quelque chose qui manque à sa vie privilégiée, l'authenticité. La lutte. Quel que soit le récit qu'il a construit à votre sujet, la guérisseuse dévouée, la femme de principe, cela suit son schéma. Il passera à autre chose une fois que la nouveauté se sera estompée. L'évaluation, livrée avec un détachement clinique, toucha inconfortablement près des peurs qu'Emilia avait soigneusement évité d'examiner. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de James coupa l'attention. Ça suffit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression un masque de colère soigneusement contrôlé. Vous avez perdu le droit d'analyser mes relations lorsque vous êtes partie, mère. Hélène se retourna, imperturbable par la colère de son fils. Chérie, j'ai simplement une conversation professionnelle avec l'infirmière de ton père. Non. Vous faites ce que vous avez toujours fait, affirmez votre contrôle par une cruauté élégante. James se déplaça pour se tenir à côté d'Emilia, sa proximité étant une déclaration claire. Mademoiselle Tyrone n'est pas un projet de sauvetage ou un engouement passager. Elle m'a sauvé la vie. L'air dans la pièce sembla vibrer d'une émotion inexprimée. Emilia maintint son attitude professionnelle, malgré la vague de sentiments que la défense de James évoquait. James, dit-elle doucement. C'est inutile. C'est entièrement nécessaire, rétorqua-t-il, le regard fixé sur sa mère. Il y a 20 ans, je n'étais pas assez fort pour confronter votre comportement toxique. Je le suis maintenant. L'expression d'Hélène se durcit momentanément avant de se figer dans un aplomb exercé. Je vois cette conversation comme inutile tant que vous êtes dans cet état. Nous parlerons lorsque vous serez plus rationnel, chérie. Alors qu'elle se tournait pour partir, David apparut dans l'embrasure de la porte, son expression orageuse. J'en ai assez entendu, Hélène. Vos chambres sont dans l'aile ouest, aussi loin de la mienne que possible structurellement. Je vous suggère de les utiliser jusqu'à ce que nous discutions de votre retour inattendu et de vos opinions apparentes sur ma maisonnée. Notre maisonnée ? Corrigea Hélène avec une précision mortelle. L'accord de divorce m'a donné un intérêt de propriété continue. Si vous vous en souvenez, peut-être que cela vaut la peine d'être revu pendant mon séjour. Après son départ, un lourd silence s'installa. David jeta un coup d'œil entre James et Emilia, son expression s'adoucissant légèrement. Je m'excuse pour ce spectacle, infirmière Tyrone. Les manières sociales d'Hélène ont toujours été appliquées de manière sélective. Pas d'excuses nécessaires, répondit Emilia automatiquement. J'ai géré bien pire dans des contextes hospitaliers. Je vais lui parler, déclara James, sa voix fermement contrôlée. Cela n'arrivera plus. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais terminer mes rondes du soir. Plus tard, seule dans sa suite, Emilia s'autorisa enfin à traiter les événements de la journée. Le retour d'Hélène Peterson avait instantanément transformé la dynamique du ménage, exposant les lignes de faille et les vulnérabilités de la structure familiale. Plus troublant encore, cela avait mis à jour des sentiments qu'Emilia avait soigneusement contenus derrière des barrières professionnelles. La défense de James avait révélé plus que sa colère face au comportement de sa mère.
Elle avait confirmé ce qu'Emilia était réticente à reconnaître. Tout ce qui se développait entre eux avait progressé au-delà de l'appréciation professionnelle ou de l'attraction passagère vers quelque chose de beaucoup plus dangereux pour sa vie soigneusement ordonnée. Un léger coup frappa à sa porte, interrompant ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, James se tenait dans le couloir, sa colère antérieure remplacée par une détermination tranquille. « Nous devons parler, dit-il simplement, de ce qui va se passer ensuite. » Chapitre 10, Confession de minuit, ce n'est pas un moment approprié, dit Emilia, bien qu'elle s'écartât pour permettre à James d'entrer dans sa suite. Les limites professionnelles exigeaient l'intimité pour les conversations difficiles, même si ces mêmes limites rendaient toute cette situation précaire. James entra mais resta près de la porte, respectant la ligne invisible entre eux. Si nous attendons le moment approprié dans cette maison, nous ne parlerons jamais honnêtement. Le clair de lune filtrant à travers les fenêtres jetait la moitié de son visage dans l'ombre, une image appropriée pour l'homme qu'elle avait appris à connaître, une partie privilège, une partie vulnérabilité, une partie façade soigneusement construite, une partie sentiment authentique. Le retour de votre mère a été stressant, reconnut Emilia, maintenant une distance professionnelle. La dynamique familiale refait souvent surface pendant les périodes de transition. Ne faites pas ça, dit James doucement. Ne vous réfugiez pas dans l'analyse clinique, pas avec moi. La simple requête démantela ses défenses plus efficacement que toute confrontation n'aurait pu le faire. Emilia se dirigea vers la banquette près de la fenêtre, mettant de l'espace entre tout en reconnaissant que la conversation ne pouvait être évitée. « Que voulez-vous que je dise, James ? Que l'évaluation de votre mère m'a dérangé ? Que j'ai remis en question mon propre jugement professionnel pour avoir permis à des sentiments personnels de se développer ? Que je compte les jours jusqu'à la fin de mon contrat parce que maintenir les limites est devenu de plus en plus difficile ? » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, plus révélateur qu'elle ne l'avait voulu. « Je veux que vous soyez honnête, » répondit-il, « sur ce qui se passe entre nous. » Emilia regarda les jardins éclairés par la lune, rassemblant ses pensées. Ce qui se passe est temporaire, une conséquence de la proximité pendant une situation chargée d'émotions. La maladie de votre père, votre réaction allergique. La crise crée une fausse intimité. Est-ce ce que vous croyez, ou ce qui est le plus sûr de croire ? Sa perspicacité la troubla. Emilia s'était toujours enorgueillie d'une évaluation lucide des situations, pourtant James avait développé une capacité déconcertante à voir au-delà de son calme professionnel jusqu'aux incertitudes en dessous. Les deux, peut-être, admit-elle finalement. Ma mère m'a mise en garde contre cela, sans mêler émotionnellement avec des patients ou leur famille. Je ne suis pas votre patient. Non, mais votre père l'est, ce qui crée des complications éthiques. James traversa pour se placer à l'extrémité opposée de la banquette, assez près pour la conversation, mais maintenant une distance respectueuse. Dans 4 semaines, il ne le sera plus. Où cela nous laisse-t-il ? Dans des mondes entièrement différents, répondit Emilia, exprimant la réalité pratique qu'elle ne pouvait ignorer. Vous êtes l'héritier de Peterson Industries. Je suis une infirmière retournant à ses quarts à l'hôpital. C'est une circonstance, pas une essence, rétorqua James. Si nous nous réduisons à des rôles, nous ne valons pas mieux que ma mère avec ses préjugés dépassés. Ces préoccupations ne sont pas entièrement infondées, dit Emilia, se surprenant elle-même par l'aveu. Votre intérêt pour moi s'est développé pendant une période de transformation personnelle. Que se passe-t-il lorsque cette évolution se stabilise, lorsque je ne suis plus un catalyseur, mais simplement une femme avec un milieu très différent du vôtre ? James resta silencieux pendant un long moment, l'étudiant avec une intensité qui la rendit extrêmement consciente de chaque souffle entre eux. Savez-vous quand j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose avait changé pour moi, demanda-t-il finalement. Emilia secoua la tête. Le matin après ma réaction allergique. Je me suis réveillé à l'hôpital pour vous trouver endormi sur cette chaise ridiculement inconfortable, portant toujours des vêtements tachés par mes médicaments d'urgence. Vos tresses étaient partiellement défaites, et vous aviez ce petit froncement de sourcils même en dormant, comme si vous surveilliez mes signes vitaux dans vos rêves. Le souvenir amena une chaleur inattendue à ses joues. Je faisais simplement mon travail. Non, la contredit James avec douceur. Votre travail s'est terminé lorsque vous m'avez remis au personnel de l'hôpital. Tout ce qui s'est passé après rester toute la nuit, coordonné avec des médecins qui n'étaient même pas vos collègues, vous souvenir de ma préférence pour la glace pilée plutôt que l'eau lorsque les nausées post-anaphylaxie se sont manifestées, cela a dépassé l'obligation professionnelle. Il se rapprocha légèrement, sa voix s'abaissant. Vous voulez savoir ce que j'ai pensé à ce moment-là ?
J'ai pensé, cette femme voit tous mes défauts et reste quand même, non pas à cause de mon nom, de ma richesse ou de mon charme superficiel, mais malgré toutes les barrières que j'ai construites pour maintenir les gens à une distance confortable. La simple honnêteté de ces mots résonna profondément chez Amelia, une reconnaissance de la connexion authentique qui s'était développée sous leurs différences extérieures. Je devrais aller marcher, dit-elle soudainement, se levant. Le jardin m'aide à réfléchir clairement. Comprenant immédiatement, James hocha la tête. Puis-je me joindre à vous? Un terrain neutre pourrait être plus propice à cette conversation. Les jardins du domaine la nuit possédaient une magie différente de celle du jour. Les parterres de fleurs soigneusement entretenus libéraient un parfum enivrant dans l'air nocturne, tandis qu'un éclairage stratégique créait des îlots de douce illumination au milieu des ombres profondes. Ils marchèrent en silence jusqu'à atteindre un banc de pierre positionné pour surplomber le bassin de réflexion. Ma mère m'a appris à ne jamais compromettre ma dignité pour une relation, dit Amelia, brisant finalement le silence. Elle m'a élevé pour être autonome, pour construire une vie qui ne dépendait de l'approbation ou du soutien de personne d'autre. Cela ressemble à une sagesse née d'une expérience difficile, observa James. Elle a vu sa mère rester avec un homme qui la rabaissait quotidiennement parce qu'elle avait peur d'être seule. Puis mon père est parti quand je n'étais pas le fils qu'il désirait. Amelia traça des motifs sur la pierre fraîche du banc entre eux. L'autonomie est devenue une question de survie. Et maintenant, vous vous demandez si ce qui se développe entre nous menace cette indépendance, conclut James avec sa perspicacité caractéristique. Oui, admit-elle. Et si les différences culturelles et sociales finiront par créer des rancœurs, et si le jugement de votre mère pourrait contenir des éléments de vérité, que je représente quelque chose de temporairement fascinant, mais fondamentalement incompatible avec votre monde. James considéra cela avec la réflexion sérieuse qui avait de plus en plus remplacé son ancien dédain désinvolte. Ce sont toutes des préoccupations valables. Je mentirais si je prétendais qu'elles sont sans fondement. Son honnêteté la surprit. La plupart des hommes protesteraient immédiatement. J'essaie de mériter votre respect, répondit-il simplement. Cela exige de l'honnêteté même lorsque c'est inconfortable. Cette déclaration, sans charme ni esquive, toucha quelque chose chez Amelia que les belles paroles n'auraient jamais pu atteindre. Je ne peux pas prédire l'avenir, continua James après un moment. Je ne peux pas garantir que les différences ne deviendront pas des défis, ou que les dysfonctionnements de ma famille ne créeront pas d'obstacles. Ce que je sais, c'est que vous rencontrez a fondamentalement changé quelque chose en moi qui devait être changé. Il se tourna pour lui faire face directement, le clair de lune illuminant l'émotion sincère dans son expression. Avant vous, je somnambule dans une vie que je méprisais, mais que je n'avais pas le courage de modifier. Votre authenticité sans compromis m'a montré une manière différente d'exister, avec un but plutôt qu'une opposition passive. C'est une lourde responsabilité à placer sur quelqu'un, dit doucement Amelia. Ce n'est pas une responsabilité, c'est une reconnaissance, corrigea James. Vous n'êtes pas obligé de maintenir cette influence, mais je veux que vous sachiez l'impact que vous avez eu, indépendamment de ce qui se passera ensuite. Une brise nocturne agita le jardin, portant le parfum du jasmin. Au loin, de douces lumières éclairaient la maison principale, un monde à part de cet instant, suspendu entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Je n'ai pas de réponse ce soir, dit finalement Amelia. Mon éthique professionnelle, la situation de votre famille, nos différents milieux ce ne sont pas de simples obstacles à surmonter par la seule émotion. Je ne demande pas de réponse, répondit James. Juste la reconnaissance que ce qui se passe entre nous mérite d'être exploré au-delà d'un rejet commode, en tant que temporaire ou circonstanciel. La demande était raisonnable, plus réfléchie qu'elle n'aurait pu s'y attendre de l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois. Peut-être que cette évolution elle-même était une réponse suffisante pour ce soir. Je peux le reconnaître, concéda T.L. doucement. Quelque chose changea dans l'expression de James, du soulagement peut-être, ou un espoir tranquille. Il tendit sa main à mi-chemin de l'espace entre eux, une invitation plutôt qu'une exigence. De petits pas, alors. Commençons par l'honnêteté. Après un moment d'hésitation, Amelia plaça sa main dans la sienne. Ce simple contact envoya une prise de conscience à travers elle qui n'avait rien à voir avec une évaluation professionnelle et tout à voir avec une connexion humaine fondamentale. De petits pas, accepta T.L. Dans la douce obscurité du jardin, avec la silhouette imposante du domaine en témoin, ils restèrent assis ensemble dans un silence qui contenait plus de vérité que toutes leurs paroles précédentes combinaient pas de déclarations d'amour ni de promesses d'éternité. Juste deux personnes reconnaissant que quel que soit le chemin à parcourir,
elle le naviguerait les yeux ouverts sur les possibilités et la réalité. Lorsque James se pencha finalement, son intention claire dans l'instant précédent où leurs lèvres se rencontrèrent, Amelia fit le choix conscient de le rejoindre à mi-chemin. Leur premier baiser fut doux, interrogeant plutôt qu'exigeant, un commencement plutôt qu'un aboutissement. La connexion entre eux sembla à la fois inéluctable et extraordinaire, un moment où les barrières de milieu, de circonstances et de premières idées fausses se dissolurent complètement, remplacées par la reconnaissance de quelque chose de sincère et de rare. Alors qu'ils retournaient vers la maison le long des sentiers de jardin éclairés par la lune, bien différents des couloirs d'hôpital où le voyage d'Amelia avait commencé, leurs mains restèrent liées. La distance sembla à la fois plus courte et plus significative qu'auparavant. Quels que soient les défis qui les attendaient, la désapprobation d'Hélène, les manœuvres stratégiques de David, l'inévitable examen du monde au-delà des portes du domaine cette nuit avait créé quelque chose d'authentique entre eux qui nécessiterait plus que des circonstances ou des préjugés pour être démantelés. De petits pas en effet, mais dans une direction qu'aucun des deux n'avait anticipée lorsqu'Amelia était arrivée au domaine Peterson. Et pour ce soir, cette reconnaissance était suffisante. Chapitre 11. Contre toute attente, le gala annuel de bienfaisance de la Fondation Peterson représentait tout ce qu'Amelia avait passé sa vie à contourner plutôt qu'à intégrer, la vieille richesse, la philanthropie stratégique et les hiérarchies sociales maintenues par des signaux subtils intelligibles uniquement aux initiés. Pourtant, elle se tenait là, à l'entrée de la salle de bal du Grand Méridien Hotel, sa simple robe noire, achetée spécifiquement pour cette soirée, contrastant fortement avec les créations de designers qui l'entouraient. « Vous êtes magnifique », murmura James, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos, et complètement terrifié. « Pas terrifié », corrigea doucement Amelia, juste consciente que j'entre dans un champ de mine sans carte. Après leur conversation dans le jardin 3 nuits auparavant. Ils avaient établi des paramètres provisoires pour explorer leur relation, maintien des limites professionnelles pendant la période restante du contrat d'Amelia, transparence avec David concernant leur connexion personnelle, et, plus important encore, communication honnête sur les préoccupations au fur et à mesure qu'elles survenaient. Cette soirée représentait leur première apparition publique ensemble, une décision qu'aucun des deux n'avait prise à la légère. James avait lancé l'invitation avec une hésitation inhabituelle. Le gala est traditionnellement axé sur la famille, avait-il expliqué. Ma présence avec une intention. Êtes-vous certaine que c'est judicieux en ce moment ? Avait demandé Amelia. Votre mère a clairement exprimé ses opinions. La réponse de James avait été simple, j'en ai assez de cacher ce qui compte pour moi. Se tenant maintenant à la périphérie de l'élite sociale de Metropolitan City, Amelia se concentra sur la projection de la même dignité tranquille qui l'avait guidée à travers les couloirs de l'hôpital et les tensions familiales des Peterson. Souvenez-vous, dit James, sentant sa recalibration interne. La moitié de ces gens sont des associés de mon père qui me tolèrent par nécessité. Et l'autre moitié sont des mondains qui m'ont regardé faire l'idiot lors d'événements similaires pendant des années. Leur jugement n'a aucune importance. Son honnêteté autodérisoire lui arracha un sourire. Tout un discours d'encouragement. J'ai gardé mon meilleur matériel pour les propositions de restructuration d'entreprise, répondit-il avec un clin d'œil, puis il redevint sérieux. Prête ? Amelia hocha la tête, tirant sa force de ces années à naviguer dans des situations difficiles avec une assurance professionnelle. Menez la danse, monsieur Peterson. Leur entrée généra précisément l'onde d'attention que James avait prédite. Des conversations s'interrompirent au milieu des phrases tandis que des regards curieux évaluaient Amelia, la mesurant par rapport à toutes les idées préconçues que les anciennes compagnes de James avaient pu établir. À sa surprise, David s'approcha immédiatement, son comportement public plus gracieux que sa rudesse habituelle. Infirmière Tyrone, la salua-t-il avec une chaleur formelle. Je suis ravi que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Votre présence témoigne de votre impact sur la guérison de notre famille. Cette reconnaissance soigneusement formulée fournissait un contexte à sa présence qui honorait simultanément son rôle professionnel tout en bénissant tacitement sa connexion personnelle avec son fils. C'était fait de main de maître. Exactement la manœuvre diplomatique que l'on attendait d'un patriarche d'entreprise. Merci de m'inclure, monsieur Peterson, répondit Amelia avec une égale prudence. Le travail de la Fondation dans la recherche cardiaque est particulièrement significatif compte tenu de mon parcours professionnel. En effet, David hocha la tête avec approbation avant de se tourner vers James. Le sénateur Baldwin est impatient de discuter des initiatives de durabilité que vous avez présentées le mois dernier. Peut-être pourriez-vous lui accorder quelques minutes. Bien sûr, accepta James, puis il jeta un coup d'œil à Amelia.
voudriez-vous nous rejoindre? Je vais prendre quelque chose à boire et vous retrouver sous peu, répondit-elle, reconnaissant que la conversation d'affaires ne nécessitait pas sa présence. Alors que James partait avec son père, Amelia se dirigea vers la table de rafraîchissement, conservant l'expression composée qui l'avait servi à travers d'innombrables situations difficiles. Elle venait d'accepter un verre d'eau pétillante lorsqu'une voix familière s'éleva à côté d'elle. Eh bien, si ce n'est pas l'infirmière qui a lancé une réforme d'entreprise. Madison Pierce se tenait resplendissante dans de la soie émeraude qui complétait sa perfection blonde, son sourire social, mais ses yeux calculateurs. Mademoiselle Pierce, reconnut Amelia avec courtoisie professionnelle, ravie de vous revoir, n'est-ce pas? Madison prit une délicate gorgée de champagne. Je dois dire que vous avez accompli ce qu'une armée de débutantes et de thérapeutes familiaux n'ont pas pu faire, domestiquer James Peterson. Toute la salle n'en parle que de ça. Je n'ai domestiqué personne, répondit Amelia d'un ton égal. James fait ses propres choix. Le sourcil parfaitement arqué de Madison se souleva légèrement. Une dénégation si modeste. Dites-moi, quel est votre secret? L'effet Florence Nightingale? Ou peut-être juste la nouveauté de quelqu'un d'absolument différent de son milieu habituel? Avant qu'Amelia ne puisse répondre, une autre femme se joignit au groupe, élégamment coiffée avec l'assurance tranquille de la richesse établie. Madison, chérie, ne vas-tu pas me présenter à la mystérieuse compagne de James? Le sourire de Madison se crispa légèrement. Bien sûr. Tante Caroline, voici Amelia Tyrone, l'infirmière privée de David. Amelia, Caroline Whitcomb, marraine de James et membre du conseil d'administration de l'hôpital métropolitain, hocha la tête, son évaluation rapide et complète. Elizabeth Chen parle beaucoup de vos compétences, bien que j'avoue ma surprise de vous voir à ce titre ce soir. L'implication était claire, les limites professionnelles avaient été franchies. Un fait que la position de Caroline au conseil d'administration de l'hôpital rendait particulièrement pertinent pour la carrière d'Amelia. Mon contrat avec Monsieur Peterson se termine la semaine prochaine, déclara calmement Amelia. Toutes les parties sont conscientes et à l'aise avec ma présence ici ce soir. Comme c'est rassurant, répondit Caroline avec une amabilité rodée. Bien que l'on s'interroge sur la viabilité à long terme de connexions aussi non conventionnelles. James a toujours eu des goûts éclectiques, mais il revient toujours au cercle compatible, comme Madison, ajouta la jeune femme avec une modestie habituelle. Nous nous connaissons depuis l'enfance, certains liens transcendent les diversions temporaires. L'assaut conversationnel était exécuté de main de maître, suffisamment poli pour ne pas paraître ouvertement hostile, mais précis pour saper la position et la confiance d'Amelia. Dans les confrontations à l'hôpital, Amelia se serait appuyée sur son autorité professionnelle. Ici, elle n'avait aucune position établie sur laquelle s'appuyer. Vous voilà. La voix de James coupa la tension alors qu'il rejoignait leur groupe. Son expression détendue se transforma en alerte lorsqu'il enregistra la dynamique en jeu. Je vois que vous avez rencontré ma marraine. Caroline, nous étions justement en train de discuter des affaires du conseil d'administration de l'hôpital. La réputation de Mademoiselle Tyrone en cardiologie est apparemment très impressionnante, sourit Caroline. Parmi beaucoup d'autres qualités, répondit James, sa main trouvant celle d'Amelia dans un geste public qui ne laissait aucune ambiguïté sur leur relation. Le sourire de Madison resta figé, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux. James, chéri, ton père a mentionné que tu étais le fer de lance des nouvelles initiatives de conformité environnementale, enfin tu embrasses l'héritage familial. Des parties, reconnut James. L'héritage Peterson avait besoin d'une révision significative, d'une révision inspirée. Apparemment, observa Caroline avec une emphase soulignée, jetant un coup d'œil entre lui et Amelia. L'implication resta en suspens jusqu'à ce que James l'aborde directement. Si vous vous demandez si Amelia a influencé mes récentes décisions, la réponse est catégoriquement oui. Elle m'a rappelé que le privilège sans but est fondamentalement vide. Cette reconnaissance directe ne laissait aucune place à la subtile sape. L'expression de Caroline enregistra la surprise avant de se fixer dans une neutralité diplomatique. Comme il est rafraîchissant d'entendre une telle franchise lors de ces événements, n'est-ce pas? James acquiesça aimablement. Si vous voulez bien nous excuser, je crois que le programme est sur le point de commencer. Alors qu'il guidait Amelia vers leur table, elle murmura, c'était direct. Je vous ai dit que j'en avais assez de cacher ce qui compte, répondit-il simplement. De plus, l'approbation de Caroline pour mes choix a expiré lorsqu'elle a encouragé ma mère à chercher l'épanouissement en Australie avec son instructeur de tennis.
Pendant le dîner, Amelia navigua dans les courants sociaux complexes avec une confiance croissante. David, étonnamment, facilita son intégration en l'engageant dans une conversation sur l'administration hospitalière qui mettait en évidence ses connaissances professionnelles. Plusieurs convives initialement réservés se réchauffèrent progressivement en voyant son intelligence et son assurance qui défiaient toutes les idées préconçues qu'ils avaient pu nourrir. Entre les plats, James se pencha près d'elle, sa main trouvant la sienne sous la table. « Comment tenez-vous le coup » demanda-t-il, ses yeux communiquant une préoccupation plus profonde que son ton désinvolte ne le suggérait. « Mieux que prévu » admit-elle doucement. « Bien que je commence à comprendre pourquoi vous avez développé cette indifférence rodée, c'est épuisant d'être constamment évalué. » Sa douce pression traduisit une compréhension parfaite. Vous vous en sortez à merveille, et ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe ici. Il tapota légèrement sa poitrine. Pas là dehors. La simple intimité de l'instant ancra Amelia au milieu des complexités sociales environnantes. C'était la réalité sous la performance. Deux personnes se connectant authentiquement malgré les pressions extérieures. Le moment le plus délicat de la soirée arriva pendant la reconnaissance des principaux donateurs par le directeur de la fondation. Helen Peterson fit son entrée à mi-chemin des débats, son timing assurant une attention maximale alors qu'elle s'emparait de la chaise vide à la table de David, directement en face d'Amelia et James. « Mère, reconnut James avec une neutralité prudente, je ne savais pas que vous alliez y assister. La fondation Peterson a toujours été une priorité familiale, répliqua Helen avec aisance. J'ai fondé le programme de sensibilisation éducative, si vous vous souvenez bien. Son regard se déplaça vers Amelia, évaluant son apparence avec l'œil exercé de quelqu'un qui reconnaissait les étiquettes de créateur à 20 pas. Mademoiselle Tyrone, comme c'est agréable de vous voir vous engager dans le côté philanthropique de la famille, bien que j'imagine que ces événements diffèrent considérablement des collectes de fonds d'hôpital. Atmosphère différente, but similaire, répondit Amelia d'un ton égal, mobiliser des ressources pour combler les lacunes en matière de soins de santé. Comme s'est exprimé avec pragmatisme. Hélène sourit sans chaleur, bien que la philanthropie dans nos cercles s'étende au-delà de la simple allocation de ressources, vers la tradition et la responsabilité sociale des concepts difficiles à apprécier pleinement sans un contexte approprié. Avant que la conversation ne puisse se détériorer davantage, le directeur de la fondation annonça la plus grande donation de la soirée, une dotation significative de Peterson Industries pour la recherche cardiaque et l'accès au traitement pour les communautés mal desservies. Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer que ce programme a été développé par notre prochaine génération de leadership, continua le directeur. James Peterson a personnellement défendu cette initiative, apportant une nouvelle vision à la mission de la fondation. Des murmures surpris ondulèrent dans la salle de bal alors que James se levait pour accuser réception de la reconnaissance. Amelia ressentit une vague de fierté, sachant à quel point cette cause particulière était significative, non pas un geste caritatif générique, mais un programme ciblé abordant les lacunes qu'il avait appris à comprendre à travers leurs nombreuses conversations sur l'inégalité des soins de santé. Je crois que la philanthropie exige à la fois des ressources et une perspective éclairée, déclara James depuis le podium. Cette initiative a été inspirée par des professionnels de la santé qui naviguent quotidiennement dans les défis systémiques, en particulier ceux qui servent des communautés avec un accès limité aux soins cardiaques spécialisés. Son regard trouva brièvement Amelia avant de poursuivre. Lorsque nous écoutons des voix au-delà de nos cercles habituels, nous découvrons des solutions plus efficaces. La Fondation Peterson s'engage en faveur de cette perspective plus large à l'avenir. Le discours fut bref, mais significatif, établissant la philosophie de leadership émergente de James tout en reconnaissant des influences au-delà des cercles traditionnels des Peterson. Le regardant articuler des valeurs dont ils avaient discuté lors de conversations tardives, Amelia reconnut l'évolution authentique de quelqu'un qui trouvait sa voix plutôt que de jouer un rôle attendu. Lorsqu'il revint à leur table, David hocha la tête avec une approbation inhabituelle, tandis qu'Hélène maintenait une expression composée qui ne masquait pas complètement sa surprise face à la présentation assurée de son fils. Tout un changement par rapport à vos habituelles apparitions à la fondation, observa-t-elle froidement. L'année dernière, vous êtes arrivé avec 1 heure de retard et êtes parti avec le barman, si je me souviens bien. Croissance personnelle, mère, répondit calmement James. Quelque chose qui mérite d'être célébré plutôt que mesuré par rapport aux erreurs passées. Plus tard, alors que le programme formel se terminait et que la soirée passait à la danse et aux échanges sociaux, James guida Amelia sur la piste pour une valse. Sa main sur sa taille était respectueuse mais possessive, ses mouvements confiants alors qu'il la menait à travers des pas qu'elle avait hâtivement pratiqués dans son appartement la veille.
Toujours terrifié, demanda-t-il doucement, leur conversation privée malgré les couples environnants. Moins, admit Amelia, bien que l'expression de votre mère suggère que j'ai échoué à une évaluation essentielle. Son approbation n'est pas requise pour mon bonheur, répondit James avec une simple certitude. C'est quelque chose que j'ai mis des années à apprendre. Alors qu'il se déplaçait en parfaite synchronisation sur la piste, Amelia s'autorisa à reconnaître ce qui s'était développé entre eux, non pas simplement une attirance ou une connexion circonstancielle, mais quelque chose de plus profond. Contre toute attente rationnelle, contre des milieux qui pouvaient difficilement être plus différents, contre l'opposition subtile et manifeste du cercle social de James, ils avaient forgé quelque chose d'authentique. Que se passe-t-il après la semaine prochaine, demanda-t-elle, exprimant la question qui était restée tacite entre eux. Quand je ne serai plus contractuellement lié au domaine Peterson. La main de James se resserra légèrement autour de sa taille. Cela dépend entièrement de ce que vous voulez, Amelia. Je sais ce que j'espère, mais ce n'est pas uniquement ma décision. La simple reconnaissance de son pouvoir d'agir, de sa voix égale dans la détermination de leur avenir, confirma ce qu'elle en était venue à croire au sujet de l'homme qui la tenait maintenant. Sous des années d'indifférence rôdait battait le cœur de quelqu'un capable de véritables partenariats. J'espère, commença-t-elle prudemment, avoir la chance de découvrir qui nous sommes ensemble sans que les limites professionnelles ou les complications familiales ne dictent les termes. Son sourire privé, sincère, contenant une vulnérabilité à laquelle peu de gens avaient jamais assisté fut une réponse suffisante pour cette nuit. Quels que soient les défis qui les attendaient au-delà de cette salle de bal, ils les affronteraient ensemble, pas à pas, construisant quelque chose auquel ni l'un ni l'autre ne s'attendait, mais que tous deux reconnaissaient désormais comme valant la peine d'être combattus. Chapitre 12. Boucle complète. Le jardin sur le toit de l'hôpital métropolitain avait été créé comme un sanctuaire pour les patients et le personnel, un lieu où la guérison pouvait se poursuivre au-delà des couloirs stériles. Fin juin, avec les fleurs estivales en pleine floraison et l'horizon de la ville créant un décor spectaculaire, il devint tout autre chose, le cadre d'un moment qu'Amelia Tyrone n'avait jamais anticipé lorsqu'elle a franchi ces couloirs pour la première fois en tant que jeune infirmière dévouée. « Êtes-vous sûr que c'est ici que vous voulez faire ça ?» demanda le docteur Chen, ajustant son costume formel avec une nervosité inhabituelle. Le domaine Peterson a ses jardins ridicules qui coûtent probablement plus cher que notre budget de fonctionnement annuel. C'est parfait, assura Amelia à son mentor. Cet hôpital est l'endroit où tout ce qui est important dans ma vie s'est produit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la fin de son contrat au domaine Peterson, 6 mois à naviguer prudemment dans la transition d'une relation professionnelle à une relation personnelle. James avait respecté son besoin de rétablir son identité indépendante, attendant 2 semaines après la fin de son contrat avant de l'inviter à dîner un simple repas dans un restaurant de quartier près de son appartement plutôt qu'une démonstration extravagante de richesse. Ils avaient construit leur relation délibérément, chaque pas étant fait avec une conscience lucide des défis que présentaient leurs différents milieux. Amelia était retournée à l'hôpital métropolitain, acceptant l'offre du docteur Chen de diriger le nouveau programme de réadaptation cardiaque. James avait accéléré sa transformation de Peterson Industries, mettant en œuvre des initiatives de durabilité qui reflétaient ses valeurs en évolution. Il a changé, avait observé Stella Tyrone après avoir rencontré James pour la 3e fois, son scepticisme initial cédant la place à une approbation prudente, il ne prétend pas changer, il fait le travail. Maintenant, debout dans le jardin de l'hôpital où d'innombrables patients avaient trouvé une paix momentanée, Amelia lissa sa simple robe crème et attendit. Le petit rassemblement représentait les personnes clés qui avaient façonné son voyage. Helen Peterson les avait surpris en arrivant le matin même après être revenue en Australie suite à une visite tendue d'1 mois. Elle avait maintenu ses distances jusqu'à ce qu'elle reçoive la lettre sincère de James 3 semaines auparavant. Il y abordait franchement leur relation fracturée tout en lui tendant une branche d'olivier. « Je ne suis pas là pour juger », avait dit Helen à Amelia en privé avant la cérémonie. Ses angles vifs habituels étaient adoucis. J'ai vu mon fils changer ces derniers mois d'une manière que je ne pensais pas possible. Au début, j'ai cru que c'était un engouement. Maintenant, je vois que c'est bien plus. David, quant à lui, avait surpris tout le monde en devenant un allié inattendu une fois que ses premières impulsions de marieur stratégique furent remplacées par l'observation du bonheur sincère de son fils. Prête, demanda le docteur Chen, offrant son bras. Plus que prête, répondit-elle, acceptant son soutien alors que le petit quatuor à cordes commençait à jouer. James attendait sous une simple arche de rose blanche, ne ressemblant en rien à l'héritier dédaigneux qu'elle avait rencontré 10 mois plus tôt. Son expression alors qu'elle s'approchait contenait tout ce qu'ils avaient construit, respect,
admiration et un amour qui s'étaient développés non pas malgré leurs différences, mais grâce à la compréhension que ces différences avaient favorisée. La cérémonie elle-même fut brève et personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, promettant chacun non pas la perfection, mais le partenariat, non pas la dévotion aveugle, mais un engagement lucide à grandir ensemble à travers tous les défis qui surviendraient. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, dit James, sa voix assurée. Je somnambule dans une vie de privilèges sans but. Votre intégrité inébranlable m'a montré un chemin différent, non par la critique, mais par l'exemple. Quand Amelia parla, ces mots venaient du cœur plutôt que du script prudent qu'elle avait préparé. Vous m'avez vu alors que j'essayais d'être invisible derrière la compétence professionnelle. Vous m'avez mis au défi d'accepter la connexion sans sacrifier l'indépendance. Alors qu'ils échangeaient les anneaux, Amelia aperçut sa mère, essuyant des larmes à côté d'un David Peterson étonnamment ému. Leur amitié improbable représentait tout ce que cette union symbolisait, des mondes convergents par le respect mutuel plutôt que de rester séparés par des différences superficielles. La petite réception eut lieu dans l'atrium rénové de l'hôpital métropolitain. James avait insisté pour utiliser les ressources Peterson au profit de l'hôpital qui avait façonné Amelia, finançant des rénovations qui serviraient les patients et le personnel bien après leur jour de mariage. Plus tard, alors que les invités se mêlaient, Stella approcha sa fille avec une hésitation inhabituelle. « Ton père a appelé, dit-elle doucement. Il a vu l'annonce des fiançailles dans la section affaires. Il voulait venir, mais n'était pas sûr d'être le bienvenu. La révélation aurait autrefois rouvert d'anciennes blessures. Maintenant, Amelia se retrouva à la considérer avec une équanimité surprenante. « Peut-être la prochaine fois, répondit-elle. Certaines relations mettent plus de temps à guérir. Comme les Peterson, observa sagement sa mère. La mère de ce garçon l'a bien amoché, mais il s'en sort, comme quelqu'un d'autre que je connais. Votre dignité n'a jamais exigé la perfection, peut-être juste l'authenticité. » Alors que la soirée avançait, le docteur Chen porta un toast qui captura l'essence de ce dont beaucoup avaient été témoins. À Amelia et James preuve que la guérison se produit de manière inattendue, et que le médicament le plus efficace est parfois de voir quelqu'un clairement lorsqu'il a oublié comment se voir lui-même. 6 mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans la nouvelle L. Peterson pour l'accès cardiovasculaire à l'hôpital métropolitain, un projet conjoint combinant le sens des affaires de James et l'expertise en soins de santé d'Amelia. L'établissement fournirait des soins cardiaques spécialisés aux populations mal desservies, inspirés par des conversations qu'ils avaient partagées lors de nuits tardives au domaine Peterson. Pas mal pour un héritier réticent et une infirmière digne, observa James alors qu'il regardait les premiers patients être admis dans la nouvelle aile. Pas mal du tout, convint Amelia. Sa main reposant instinctivement sur la courbe subtile de son abdomen, un secret qu'ils n'avaient confirmé et partagé avec leur famille immédiate que récemment. 9 mois après leur mariage, Amelia donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, qui incarnaient l'union de 2 mondes apparemment différents. Alors que James tenait sa fille pendant qu'Amelia nourrissait leur fils, le cercle qui avait commencé par une mission de soins réticente se sentit complet. « Ils sont parfaits » murmura James, sa voix contenant un émerveillement qui transcendait le privilège ou la position. « Ils sont le commencement » corrigea doucement Amelia, « de quelque chose que nous construisons ensemble. » Dans cette chambre d'hôpital tranquille, loin de l'opulence du domaine Peterson, mais connecté à lui par l'homme qui s'était transformé d'héritier à un partenaire déterminé, Amelia reconnut la vérité que sa mère avait toujours essayé de lui transmettre. La dignité ne se trouvait pas dans l'isolement ou l'autosuffisance, mais dans le fait de rester fidèle à ses valeurs tout en s'ouvrant à des connexions qui vous défient et vous renforcent. Ce qui avait commencé comme une mission professionnelle avait évolué vers un partenariat de vie qu'aucun des deux n'avait cherché, mais que tous deux chérissaient maintenant, preuve que parfois les voyages les plus inattendus mènent précisément là où vous devez aller. Si vous avez le courage de les suivre avec les yeux et le cœur ouverts aux possibilités au-delà de votre compréhension précédente.